Les créateurs de cette émission sont tellement dégoûtés des coupes sauvages provoquées par un problème technique indéterminé, qu'ils ont préféré vous l'annoncer avec un robot. Bonjour et bienvenue au One Eye Pop, le podcast mutant qui vous mélange les gènes. Il n'aura fallu que 429 jours pour préparer cette émission exceptionnelle. En effet, la première mention de cette rencontre podcastique remonte, si j'en crois mes mails, au 15 janvier 2013. Certes, certains pisserons argueront qu'il était temps. Mais il faut savoir que chez Antipop et One Eye Club, on prend les crossovers au sérieux. Il nous fallait une mise en scène digne d'un Lobo the Mask et un enjeu à la hauteur du JLA Avenger. Alors, nous avons réfléchi. Des idées diverses et bâtardes ont surgi. La classique baston qui se transforme en combat contre un ennemi commun, l'enlèvement d'une équipe par l'autre. Et puis la vie nous a rattrapés. Avec ses tristes contingences matérielles. Le prix du parking marseillais demande à notre équipe de sacrifier un rein à la mafia des pizzaioli. Nous avons beau être des bourgeois privilégiés, c'était beaucoup demandé. Il a donc fallu embaucher. Si Tizak vous paraît diminuer depuis quelques émissions, c'est parce qu'il n'a pas fini sa convalescence. La ferveur à enfanter d'une bonne partie de l'équipe d'Antipop n'allait pas non plus simplifier la tâche. À ce qu'il paraît, 2 beaux bébés ont fait leur apparition dans l'année. Personnellement, je n'en ai vu qu'un, et je trouve que c'est faire beaucoup de cas pour seulement 32 cm et 596 grammes. Mais nous y reviendrons dans la suite de l'émission. Malgré toutes ces difficultés, nous sommes ici ce soir dans les locaux d'Antipop pour vous proposer une fantastique émission longuement réfléchie, mais dont le conducteur a été finement ciselé il y a à peine quelques minutes. Elle devrait ressembler à une espèce de grève bizarre entre nos deux émissions, un truc culturel avec plein de BD. Au Moyen-Âge, on noyait ce genre de rejetons à la naissance. Mais, trêve de discours. Remercions d'abord ce soir Gu, Yann et Yasu, et dans le désordre, car je ne sais pas à qui appartient la voix de qui. J'espère qu'ils m'excuseront pour cette piètre tentative de reprendre leur magnifique lancement, et aussi pour tout ce qui va suivre. Bonsoir. 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 Bonsoir, et si vous nous rejoignez ce soir sur Antipop, la voix suave que vous connaissez déjà est celle de Yasu. Si vous nous rejoignez sur le One Eye Club, la voix suave que vous ne connaissez pas est celle de Yasu, votre serviteur. Je suis présentement chroniqueur chez Antipop, et nous avons exceptionnellement rejoint nos forces avec celle du One Eye Club pour vous proposer une émission tout à fait exceptionnelle avec double cover. Vous entendrez des choses sur le One Eye Club que vous n'entendrez pas sur Antipop, et vous entendrez sur Antipop des choses que vous n'entendrez pas sur le One Eye Club, et parfois vous entendrez les mêmes choses sur les deux podcasts. Donc, ce soir, c'est une émission à laquelle vous allez avoir double dose, et il faudra écouter 2 fois 90 minutes, vos oreilles vont saigner, et pour vous la faire un peu plus rapide, je vais vous donner le sommaire de cet épisode tout à fait hors du commun. Alors, il faut donner les adresses des sites, si vous êtes sur Antipop, qu'ils puissent aller sur One Eye Club et vice versa. Ah bah alors, dans ce cas-là, l'adresse la plus efficace, quelle est-elle ? Lavoidesbulles.fr. Voilà, lavoidesbulles.fr, et en ce qui nous concerne, c'est www.chez-albert comme chez Albert.fr, rubrique Antipop. Voilà, tout bête, c'est tout bête. Alors, pour préciser par rapport aux auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas Antipop, la voix que vous venez d'entendre, c'est pas la voix de Doc et Diffoul. C'est-à-dire que si... Ce n'est pas sale. Voilà, si vous avez un problème à l'entrejambe, que ça gratte un peu, il faut pas appeler. Voilà, nous on n'est pas compétents par rapport à ça, enfin, du moins pour ma part. Voilà. Alors, on va pas... sauter les étapes, et je ne vais pas dire à Gu tout de suite que je lui pisse à l'arrêt, mais je vais enchaîner directement sur le sommaire. Alors, au sommaire de ce One Eye Pop et de cet anti-club, nous avons d'abord un petit moment cinéma-télévision.
Nous allons commencer avec Yann qui nous parlera de Black Mirror, Black Sails, True Detective. Ensuite, Gu nous parlera de 300 Number 2, et ça ne fait pas 600, je suis très drôle. On finira sur, merci de rire quand même à ma vanne, je suis solidarité les gars, ça me touche vraiment au cœur. C'est bon de rire. C'est vrai, comme c'est bon de rire, c'est comme une fontaine qui jaillit. C'est gratuit, ce sont des rires enregistrés. Oh, Bienvenue, Nagui. Oh là là, oh mais ça attaque fort ce soir. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, petite padawan. On finira donc, comme son nom l'indique, sur un pot pourri Star Wars 7 avec Yann qui nous donnera les dernières nouvelles de cet épisode qu'on attend tous avec impatience et un petit peu de mal au cul. Nous enchaînerons, puisque nous sommes aussi dans le One Eye Club, on a fait vraiment une grosse rubrique bande dessinée. Et donc vous aurez des rubriques bande dessinée qui vont s'intercaler comme ça dans les rubriques habituelles d'Antipop. Nous enchaînerons donc directement sur notre première rubrique bande dessinée avec Yann qui nous balancera 2 news, c'est marqué comme ça, je n'en sais pas plus, surprise. Ensuite, on enchaînera avec le One Eye qui va nous parler de la revue dessinée de Voyage en Inde et de... J'ai oublié, c'est papier 2. Ensuite, Yann nous fera Wake Up America. Rapidement. On enchaînera sur la musique avec le One Eye qui va nous parler de Détroit, le dernier album de Bertrand Cantat. On repartira sur de la bande dessinée avec Yasu, Myself and I qui vous parlera de Charlie vous raconte, un très très beau livre, mais j'anticipe un petit peu. Ensuite, on parlera d'un album dont vous n'avez jamais entendu parler, que ce soit sur le One Eye Club ou sur Antipop. Il s'agit d'une merde intergalactique qui s'intitule Rock'n'Stone, dont on ne peut pas dire vraiment que c'est un album de BD, enfin, j'ai pas de mots. On a tué des arbres pour ça, et c'est un scandale. Ouais, c'est pas mal, ouais. On a du mal à s'en remettre. Voilà. Et ensuite, Gu finira sur un petit spoiler, voilà, pour bien C'est une honte. Voilà, c'est dégueulasse, pour bien vous casser l'année. Last Man, tome 4. On partira ensuite sur du web jeu vidéo où je vous parlerai du dernier salon InnoRobot pour vous dire combien le robot ne peut pas exister s'il n'est pas armé. Spécial dédicace Bruno Bessadi. On enchaînera avec Pierrick qui nous parlera de Out There et Gu qui finira pipi caca comme d'habitude en nous parlant de South Park, le bâton de la vérité, le dernier jeu Ubisoft. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bon, Imitation. d'habitude elles sont bonnes les imitations, mais enfin Je te rappelle qu'on est dans la même team, toi même. Bon, et bien sur ce, je déclare le spécial team-up One Eye Club Antipop ouvert. Alors, est-ce qu'on ferait pas une petite présentation des 2 podcasts? Ah mais absolument. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour ceux qui nous écoutent depuis le One Eye Club, nous sommes Antipop, un podcast culturel idiot. Voilà. Avec une grande spécialité de parler de films et d'albums que nous n'avons pas lus, mais dont nous parlons avec autorité. Et donc vous avez entendu la voix de Yasu à l'instant, la mienne Yann, et enfin Gu qui a fait une excellente imitation de South Park. Alors on précisera quand même que moi je n'ai aucune autorité particulière parce que je suis simplement journaliste, mais que mes 2 compars sont quand même une certaine autorité puisque l'un est dessinateur de profession et l'autre est dessinateur... L'autre chômeur. L'autre est dessinateur De chômation. et d'ambition. Et aussi libraire de profession, donc voilà quand même un petit peu d'expertise, bordel. Ah, j'en ai vendu de la quête de l'oiseau du temps, moi. De notre côté, si vous écoutez Antipop et que vous ne nous connaissez pas, bien que je crois que vous aviez teasé cette rencontre il y a déjà quelques années. Ça disait à Antipop, il y a du monde. Hein, Dans le royaume de fort lointain, je vous présente... Oui, on était bientôt nés. Moi je me rappelle, j'étais vierge encore. Nous sommes donc le One Eye Club, un podcast sur le site de lavoidesbulles.fr où nous parlons de bande dessinée et que de bande dessinée et longuement en général sur des émissions d'environ 1h30 où il y a donc Tizak, notre jeune stagiaire qui fait des chansons. Salut, bonsoir. Thio qui lui râle souvent mais qui des fois il est de bonne humeur et donc c'est sympa. Merci. Voilà. Et moi je suis One Eye Pied, le gars qui a donné son nom à un podcast parce Bonjour que les gars. Avec un ego démesuré. Voilà. Attends, on a la même celle-là, c'est bon. Je note les pseudos pour ne pas commettre un impair pendant l'émission. C'est pas grave. En général les gens m'appellent Pied. En général, Thio, on l'appelle pas. Alors, on est parti? Eh bien, nous allons directement enchaîner sur le ciné-télévision. Alors, ciné-télévision, on va commencer d'abord, évidemment, comme son nom ne l'indique pas, avec de la télévision, avec Yann qui va nous parler de Black Mirror, et ce n'est pas une chanson d'Arcade Fire. Alors, Référence. finalement, on va continuer ce podcast à 5, plutôt. Antipop référence.
Alors Black Mirror, je vous en ai déjà parlé dans un précédent numéro d'Antipop. J'étais pas là. Black Mirror, c'est une série anglaise de la BBC qui était en fait ce qui se passe là, c'est que ça va être diffusé en France, c'est pour ça que je vous en reparle. En fait, France Télévisions par l'intermédiaire de France 4 va passer Black Mirror, fort du succès de Broadchurch qui était passé sur France 2 début février et qui avait fait 7 millions de téléspectateurs et qui était passé devant Joséphine Ange Gardien. Et pas dessous. Attention. Et ça, Alors là, service public et Joséphine Ange Gardien, ça alors là, fait plaisir. Hein. sachant qu'il y a les municipales dimanche, ça me fait du bien ma France là, tu vois. Alors Broadchurch, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu quand j'en parlais dans Antipop, c'est une série anglaise de la BBC avec David Tennant qui jouait dans Doctor Who, une excellente série que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc France Télévisions s'est dit bon, il y a bon. Donc via France 4 Via France 4, ils ont France 4 qui diffuse déjà des séries de la BBC puisqu'ils Sherlock font Holmes, Doctor Who. Sherlock par exemple, avec Doctor Who aussi. Et donc ils sont décidés à passer Black Mirror. Black Mirror, c'est une série qui a été créée par un type qui s'appelle Charlie Brooker. Je vous en avais déjà parlé, un ancien d'Endemol. Je crois il me semble, j'avais dit ça à l'époque, il était un des créateurs de Qui veut gagner des millions, je crois, voire le créateur de l'émission. Donc voilà, il avait fait une série qui s'appelait Dead Set, que vous avez peut-être vu. Ah, tout à fait, ouais. Et cette série Black Mirror, en fait, là, ça va être, il y a 6 épisodes qui vont être diffusés sur France 4 dans le courant de l'année. Pour l'instant, on n'a pas de date. C'est en fait les 2 saisons de 3 épisodes qui sont passés en Angleterre. Et ils font comme Broadchurch, ils te mettent tout en 2 soirées pour bien te tenir en haleine longtemps, À mon avis, ils ou... vont faire un truc du genre. Ouais. Ils vont te mettre 3 épisodes un soir, 3 épisodes le lendemain. Moi, je trouve ça super. Hein. Tu es là jusqu'à 11h30 en pleine semaine, c'est trop bon. Quoi. Surtout que tu dis, tire sur la corde tant que tu y es, fais 3 semaines de... Surtout en plus, voilà, Pas quand du t'as tout. 7 millions d'auditeurs. Quand tu fais mieux que Joséphine. Et il faut savoir que cette série, elle a quand même eu le Emmy Award de la meilleure mini-série en 2012. Alors, Magnifique. quoi d'autre? Où sont mes notes? Black Sales. Sales. Je crois que c'est un truc à Ok, propos Black de Sales. pirates méchants. Il y a du conducteur. Alors, rapidement sur Black Sales. peine que je me casse le cul, hein. C'est alors en ce moment là, il y a pléthore de séries, hein, j'arrive plus à suivre, surtout vu le délai entre chaque antipop. Oh, c'est petit. Oh, comme c'est laid. Oh, comme c'est laid. De la vanne en interne. On pouvait craindre le pire sur le fait que finalement il y ait trop de séries, que d'un coup tout le monde s'engouffre là-dedans. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la saturation, et même au contraire, parce qu'il y a presque une nouvelle forme qui est en train de se créer de médium, je trouve, d'œuvres d'art, dans le sens où les séries télé ont de plus en plus de moyens, de plus en plus d'ambition, et ils peuvent se permettre des choses que finalement on a beaucoup de mal à trouver au cinéma maintenant, une liberté de ton comme on le verra avec True Detective par exemple, ou comme on l'a vu avec Breaking Bad. Black Sails, c'est la première série d'envergure créée par une chaîne qui s'appelle Stars International. Et donc voilà, Black Sails, c'est une série de pirates sympathique, pas grandiose mais très très sympathique, que je vous conseille, saison 1 en cours de diffusion actuellement. Donc voilà, je leur reconnais le mérite d'être historiquement assez proche de la réalité de comment vivaient les pirates et de leur système de fonctionnement. Donc je vous conseille. Parce qu'avant d'être auteur de BD, J'ai fait un peu de piraterie, tu veux dire? T'es parti à l'abordage de plein de trucs, quoi. Mais maintenant, il m'arrive de pirater encore 2-3 trucs. Non. Alors, Je l'avais pas vu venir celle-là. Elle vient de loin, quoi. alors, je suis obligé de vous en parler parce qu'en fait, je comptais vous en parler avant même que ça sorte. C'est-à-dire avant Avant même que ce soit créé ou que le scénariste ait eu l'idée d'écrire ça. En fait, ça devait être dans le prochain numéro d'Antipop. Je me suis dit, c'est bon, je vais en parler. Ils en seront à peine au numéro 1. Et voilà, la série est terminée au niveau de la diffusion. True Detective, donc, c'est la série dont tout le monde parle et a raison. Ça a fait un carton en Amérique comme en France, étonnamment, alors que ça n'a pas été encore diffusé. Parce que, tu sais, les gens ont des cousins en Amérique, qui leur envoient des VHS. Un paquet, il y a une grosse diaspora. Des Betamax. Donc voilà, c'est rapidement l'histoire, parce que c'est étrangement pas ce qui nous intéresse le plus dans cette série. 2 enquêteurs qui sont sur les traces d'un serial killer qui fait des mises en scène un petit peu mystiques. Alors, la série se passe en Louisiane, et c'est assez intéressant de remarquer que la Louisiane, ils ont eu une idée qui est très intelligente, c'est que après Katrina et la destruction de toutes leurs habitations, etc., ils ont été abandonnés par le gouvernement américain, et globalement ils désintéressaient un peu la population, parce que la Louisiane c'est quand même un repère de pouilleux pour les Américains. Ils ont eu une idée qui était très très intelligente, c'est en même temps pour attirer l'attention sur eux et pour faire rentrer un peu de thunes,
ils ont dit à tous les producteurs de télé et de cinéma, venez, on vous fait des super prix, venez tourner chez nous. Et ce qui a fait qu'on a vu de plus en plus et qu'on voit de plus en plus de films et de séries, je pense notamment dans les très mauvais exemples à la 3e saison d'American Horror Story, Coven, qui se passe en Louisiane, et dans le très très bon, je pense à Trémé, qui a été tourné là-bas. Donc je trouve une très bonne politique de leur part. Mais j'en reviens à True Detective, que je trouve qu'il y a un peu le successeur, pas dans l'histoire, mais dans la qualité à Breaking Bad. C'est-à-dire, ici, on s'est vachement plaint en disant, après Breaking Bad, il nous reste rien. Si, on a True Detective, en tout cas pour une saison. Quelle saison? Je juste t'interromps parce que moi je connais pas du tout True Detective, j'en ai juste entendu parler de Réputation. C'est dans cette série où il y a Woody Harrelson. Exactement. Et Matthew McConaughey. Tout à fait. Donc alors, déjà du gratin, j'ai envie de te dire. Quelle prononciation? Ah, c'est pas la tienne. Eric, prends-en de la graine, hein. Alors, en même temps, j'attends les retours de Red avant de... C'est ça, c'est que nous depuis 2 ans, Antipop est briefé par un professeur d'anglais professionnel qui nous tape sur les doigts, à défaut d'autre chose, à chaque faute de prononciation que nous faisons. Je me rappelle notamment d'une erreur entre beer et bear. Beer. Et de Islande au lieu d'I... Non, ça voilà, c'est qui nous a valu d'être suspendus par les doigts pendant une certaine période de temps assez douloureuse. Alors, je vous conseille de regarder True Detective au moins les 4 premiers épisodes, même si vous allez au moins jusqu'au 4e épisode, parce que le 4e épisode est juste un truc épique, d'une violence incroyable. Le générique est absolument superbe, si ça a une importance. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tant l'histoire qui finalement est assez classique, c'est le rapport entre ces deux personnages. Donc on a Cole, qui est interprété par Matthew McConaughey, qui avait joué dans beaucoup de comédies romantiques. Oui, il était moins bien celui-là. Beaucoup de... Écoute, on peut pas mettre carton à chaque fois. On aura tout vu Pierrick qui fait des commentaires sur l'accent anglais. Donc il avait joué dans beaucoup de comédies romantiques à balle 2, mais depuis Wolf of Wall Street et Dallas Buyers Club, où il jouait un mec atteint du sida, ce qui explique que dans True Detective il est si émacié. Et de l'autre côté, donc lui c'est Cole, c'est un type qui a passé 4 ans à infiltrer des réseaux de drogue. Il est devenu camé. Et il en est resté, il lui reste des hallucinations, etc. C'est un drôle de personnage qui est un obsessionnel du travail, qui a un drame familial très grave dont il a pas réussi à se remettre, qui est une espèce de nihiliste absolu, et qui a en face de lui un mec qui s'appelle Art, qui est joué par Woody Harrelson, donc Natural Born Killer, c'est Zombieland, l'excellent Zombieland. Donc lui c'est plus le bon gars du sud, à la limite texan, tu vois, qui aime bien aller boire des verres avec ses potes et qui pense que c'est normal de tromper sa femme. Il l'aime, mais de temps en temps pour lâcher la pression, ça fait le genre de conneries, ça fait du bien dans le couple. Vous voyez ce genre de conneries qu'on se sert. Et en fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est ils ont créé des nouveaux archétypes et au travers de ça, au-delà même des personnages, c'est vraiment 2 conceptions de la vie qui s'opposent. Et c'est ce qui est le plus impressionnant dans la série, c'est que le personnage de Cole, notamment dans son nihilisme, il a une telle lucidité c'est un mélange de lucidité et d'hallucination permanente, c'est vraiment impressionnant. Mais également, c'est 2 personnages, mais c'est aussi 2 époques, parce qu'en fait, ça se situe à 17 ans d'écart au moment de l'enquête, et 17 ans plus tard, quand ils sont interrogés par des flics qui viennent les interroger, parce que visiblement, il y aurait un copycat du serial killer. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille absolument si vous l'avez pas encore vue. La première saison, 8 épisodes, a été diffusée en Amérique, vient d'être terminée, attend une diffusion en France. Chaque saison mettra en scène des nouveaux personnages et une nouvelle enquête. Je vous conseille absolument True Detective, HBO. Magnifique. On va enchaîner tout de suite. On va enchaîner tout de suite avec un film de qualité. Oui, de qualité. Le 2e épisode de 300, c'est-à-dire des Grecs bodybuildés contre des Perses qui sont juste des horreurs. Huilé, oui, c'est vrai. Voilà. N'oublions pas l'huile sur le grec, parce que sans huile, le grec n'est pas N'oublions pas l'huile sur le grec, sinon c'est un peu sec. Oui, c'est un petit peu... C'est pâteux. Le grec est pâteux s'il n'est pas huilé. Et épilé aussi. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Il y a pas un poil. Très bien épilé. Il y a pas un poil dans cette histoire. Quoique, on va y revenir tout à l'heure. Alors, 300, Rise of the Empire. Parler d'accent. Tiens, prends ça, Pierre. Pense à ta prononciation. Alors, 300, Rise of the Empire. C'est la suite de 300 de Zack Snyder. Vous savez. Ce qu'on pourrait traduire par l'érection de l'Empire, si on si on reparlait, effectivement.
Et tu crois pas si bien dire parce que il y a peut-être manière, enfin ça dépend des goûts, mais pas forcément. Est-ce que je peux dire juste un truc? Je t'en prie. Yassou, peux-tu me faire péter un granola, s'il te plaît? Merci. Fais-toi péter les granolas. Donc, Fais-toi 300 péter le granola, s'il te plaît, Rise of the Empire. Donc, c'est la suite de 300, le film de Zack Snyder, qui racontait, qui peignait un petit peu la bataille des 300 Spartiates dans les Thermopyles, contre les Perses qui venaient un petit peu pour leur mettre la nique. Hein, pour prendre un peu un terme un peu. Ah, ça te fait marrer. J'aime bien, j'aime bien celui-là. Content qu'il soit à côté de moi. Donc voilà. Alors que dire de ce film si ce n'est que c'est un film assez assez médiocre finalement. Donc c'est la suite, mais c'est pas vraiment la suite. Ça se passe, disons, en parallèle de l'histoire de 300 qu'on connaît. Donc du comics de Frank Miller. Oui, mais les 300 sont déjà tombés aux Thermopyles, c'est-à-dire que c'est la suite de la bataille où l'ensemble de la Grèce s'unit contre la menace perse. Si j'ai bien compris, hein. Pas exactement en fait. Si tu veux, au début du film en fait, les 300 Spartiates partent en fait contre les Perses pour les retenir. Pour en fait retenir l'invasion terrestre en fait des Perses. Bon, historiquement, ils n'étaient pas 300, mais bon, là après, on va toucher vraiment le détail. Je veux pas. Mais c'est vrai que Zack Snyder, je pense pas que ça soit. Serge est trop souvent oublié. Ils étaient 301 en fait. C'est vrai qu'il y avait Serge qui coupait les citrons et qui faisait la sangria. Toujours est-il que bon, ce film est pas un très bon film en fait. On peut retrouver vraiment l'esthétique en fait du 300 de Zack Snyder, donc les ralentis chers à ce réalisateur. Et l'esthétique très fond vert. Alors c'est ce que j'ai marqué sur mes fiches. Non, d'abord j'ai marqué nul en majuscule. Parce qu'il est nul. Voilà, donc c'est pas une remarque technique. C'est pas très technique. Là c'est Noam Munro qui l'a réalisé celui-là. Voilà, mais tu sens que c'est un peu un copycat du coup. Je suis un peu écho à ce que t'as fait. T'as vu? C'est beau ce que tu fais. Je sais que c'est très beau. C'est magnifique. Donc c'est du fond vert à gogo en fait. Il y a que du fond vert. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le Hobbit, la désolation de Smaug. C'est que tu sens que c'est du fond vert à gogo. Il y a plus vraiment ce que tu pouvais retrouver. Enfin, je me dis que par exemple la série Viking, où tu vois des vrais mecs dont la saison 2 a commencé, mais qui se tapent, qui se mettent sur la gueule dans des vraies plaines où il y a vraiment la vraie boue et compagnie. Ça a quand même plus de gueule que des mecs 2 secondes, des mecs bodybuildés, rasés de près. J'ai envie de vous dire juste un truc. Il y a pas très longtemps, je me suis remis au sport et je vais dans une salle de sport. Et je me suis dit, en Grèce, il doit y avoir des salles de sport comme là où je vais. Parce que les mecs sont tous taillés de ouf, quoi. Yassou, je t'en prie. Quelle était ta remarque? Bah, si tu veux qu'on fasse du grandeur nature où on est habillé avec des peaux de bêtes et on se tape dessus, pas de problème, hein. C'est mon rêve, moi. Voilà, on fait un petit peu de jogging avant et puis ensuite c'est mon rêve du milieu secret, avec quelques amis, quoi. On va vous laisser discuter, on va continuer le podcast. Je pense, ouais. On va faire un podcast à part, en fait. Donc, le scénario est complètement pourlingue, en fait, mais vraiment pourlingue. Alors, le seul point fort, et on va dire encore qu'on fait... Tu peux nous appeler pourlingue, s'il te plaît? Pourlingue. Alors, P-O-U-R-L-I-N-G-U-E. Pourlingue. Ça me fait peur parce qu'il regarde sa fiche en même temps. Est-ce que tu avais écrit pourlingue sur ta fiche? Oui, j'avais écrit pourlingue, ouais. Donc, alors, le... Bref, j'adore Motus d'ailleurs. Bah bref, je ferai un anti-pop là-dessus. Le jeu, tu veux dire? Tu veux dire le jeu pas dans la vie par donc, contre. Cet anti-pop, One Eye Club anti-pop est terminé. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Génial. Que Dieu vous garde. Alors, juste un truc pour les auditeurs, c'est que ma rubrique sur 300 était finalement la plus courte que j'avais à faire et ça dure 3 plombes quoi. Donc toujours est-il que voilà, le scénario est complètement pourlingue. Et voilà, un des seuls points, c'est vous savez que Eva Green joue dedans. Donc Eva Green, vous savez, dans Casino Royale. Et même qu'elle tire un arc. Oui, qu'elle joue elle envoie des flèches. Et donc, elle joue enfin, disons, un des généraux de Xerxès, le grand chef des Perses, disons. Qui lui-même n'est pas tout à fait, tout à fait clair dans son orientation sexuelle, on peut le dire. Je crois qu'il est très clair, au contraire. Au contraire, je pense que c'est plutôt admis de tout le monde. Donc, bref, toujours est-il que voilà, Eva Green. C'est un peu son délire, c'est un peu, mais pourquoi choisir? C'est ça, alors qu'on peut, voilà. Beaucoup mieux d'aimer tout le monde. Juste en parlant je profite pour faire une parenthèse. Je t'en prie, vas-y. En parlant de Eva Green, elle va apparaître dans une série de Showtime, une série d'horreur, un peu gothique, qui va s'appeler Penny Dreadful, qui sortira en Angleterre et en Amérique en mai. Et juste voilà, pour vous dire qu'il y aura aussi, dans cette série, ça va t'intéresser, Billie Piper. Ah oui.
Ah oui. Je vois pas qui c'est, mais je suis étonné. C'est une blonde très jolie, compagne du docteur. Elle Bref. s'appelle Billy, ok. Billy, ouais. Bah, Mais ouais. écoute, Avec un E à la Billy fin. Pipé. Alors, donc, vous allez me l'accent laisser lourd. parler ou quoi là? C'est du gros accent, ouais. Donc, toujours est-il que Dommage, 300 Mais Rise of the ça te fait plaisir de Empire. dire des trucs comme ça, c'est nous qui nous faire engueuler par Rise, hein. C'est vrai. Donc alors, Eva Green dedans. Ça joue un général de l'armée perse, donc un peu badass et tout machin. Et puis c'est super crédible, je veux dire, une nana qui est générale à cette époque-là, je veux dire, c'est 100% crédible. Déjà, c'est 100% crédible, mais je te dis que voilà. Il y a effectivement un moment dans le film, faut pas vous le cacher. J'étais comme ça sur mon siège, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au moment donné, C'est chaud, là, non, mais, à un moment donné, Eva Green, donc tu vois tout le film un peu en armure, un petit peu guindée, parce que c'est une guerrière, tu comprends? Et elle invite le grec, un petit peu joué par un acteur complètement inconnu, ou du moins inconnu à mon sens. Passage du grec. De toute Voilà, façon, donc on sait que personne ne le regarde à ce Le moment-là. Grec a passé par la Donc porte elle l'invite, derrière. mais ça qui est super aberrant en fait quoi. Ils sont en train de se mettre sur la gueule et tout, les Grecs viennent leur mettre une peignée monumentale. Elle invite le général perse à venir, grec. Putain, oui, mettez-moi des claques. Le général grec sur son bateau pour parler, tu vois. Fait, viens, on va parler, on va discuter tous les deux. Donc Mon bateau. donc il arrive sur le bateau, elle est Tranquille. comme ça un petit peu en mode, tu vois, chemise de nuit qui laisse un petit peu entrevoir ce que l'imagination te laisserait imaginer. Je tombe les voiles sur ton gros main, quoi. Oui, c'est un petit peu. Donc moi je suis là comme ça dans le film, je me dis tiens, Est-ce que c'est ta rame ou est-ce que tu es juste content de me voir? je dis très bon. On commence à voir un petit peu un bout de décolleté et tout machin. Tiens, le film commence à partir vers ce que je lui reprochais d'être un petit peu un truc voilà, du sang, de la baise et des glaives. Eh bien, l'avenir ne m'a pas donné tort, puisque cette scène s'ensuit par une espèce de face-à-face un petit peu bizarre, un petit je t'aime, je te hais, qui finit par un topless d'Eva Green, qui est... Est-ce voilà. qu'il a fait un ralenti à ce moment-là ou pas? Ah oui, Alors non, oui. non. Mais il y a, alors, voilà, je sais pas gâché, si je peux le c'est dire, gâché. parce que est-ce que ça va, franchement, ça va me faire paraître un peu pour un connard, mais à un moment donné, je me suis dit, il y a un palpage de Nibar. Et je me suis dit, tiens, Eva Green a dû être doublée, comme dans Captain America, tu vois. Quand au début, il est super maigre, et qu'il y a sa tête sur un truc maigre, je me dis, tiens, il y a dû avoir un trucage, parce qu'Eva Green, elle est quand même, elle a pas besoin de ça, de plan Nibar, elle a pas besoin voilà. Ok. Alors, après ça. News suivante, merci beaucoup. Donc toujours est-il que voilà, ça m'a surpris en fait quoi. Mais c'est pas l'intérêt du film, quoique on n'est pas. Dans Antipop, on vous parle de la taille de bonnet de Eva Green. On parle de tout. On n'a pas peur. Non mais toujours est-il que voilà, pour vous dire que le film est vraiment pas intéressant. Et cerise sur le gâteau, à la fin du générique. The Rise on the Cake. Exactement. Pour The nos Rise of the auditeurs Empire américains. of the Cake. Les Spartiates se relèvent des thermopiles et on fait un troisième film. Ben attends, il y a encore pire. Si je peux encore développer mais ils vont faire carrément un 3 en fait quoi. Mais c'est-à-dire que tout le long du film, les Spartiates se sont fait déglinguer, tu vois. Les Spartiates on te dit pendant tout le long de ta vie de quand t'es au collège et tout non pas forcément, mais que les Spartiates c'est les meilleurs guerriers de machin, tout ce que tu veux. Et là, le mec vient voir, il fait bon les Spartiates, il y a les Grèces putain, je dois dire Perses, bref. Les Perses qui arrivent, qui font le bordel et tout, faut que les Spartiates ils viennent pour nous donner main forte. Et les Spartiates ils disent non. On est encore en deuil de notre roi Léonidas, on peut pas venir et tout. Ils font un peu du boudin, tu vois. Mais pour un Spartiate, je trouve ça un peu con, tu vois. Allez, viens, merde. Allez, non. viens, on est bien. Allez, sympa. Allez, viens, on Est-ce est que t'as bien. pleuré dans ton coin, merde, viens. ça va Bon, être cool, je dois dire que quoi. ce film est assez con, en fait. Il est assez mal construit, assez con. Et du coup, voilà, les Spartiates mettent 3 ans à arriver, sachant que tu sais très bien qu'ils vont arriver. Je trouve que t'as passé beaucoup de temps à nous dire que ce film Oui, était con. Ouais, bah ouais. c'est une transmission forcée, c'est exactement Je ce t'ai que je veux connu- dire. Tout ça pour ça. Ouais, quoi. pour dire Je que t'ai c'est connu con. plus assassin. En même temps, je dois dire que tu as été beaucoup coupé par les autres au moment d'Eva Green. C'est vrai. Mais moi-même, je me serais coupé moi-même, si je pouvais. Oh, Toujours. mais alors, les gars, vous tombez parfaitement bien, parce que je rajoute une news dans le conducteur en parlant d'assassin. Alors, Tu as raison, nous avons déjà 10 minutes de retard sur le... si je pouvais juste Oui. finir, bah, je voulais juste Oui, finir ma c'est rubrique. vrai, comme- oui. mais c'est pas Donc, forcément. ce film est une merde, n'allez pas le voir. Merci. News suivante. Non, je voulais juste dire que voilà, bon, après c'était plus ou moins dans ma chronique, qu'en fait ils ont massacré Warpig de Black Sabbath Non. et ça, Et bah, ça, c'est impardonnable. ça c'est pas des choses qu'on peut Voilà. tolérer. C'est tout. Non, ça, Tout ce que je moi, voulais dire. Je ça, voulais moi finir non sur plus, ça. ça. Tu peux mettre à poil Eva Green, tu peux la doubler avec une nana avec un 90. Mais tu peux pas Mais- niquer Ozzy Osbourne. Mais niquer Ozzy Osbourne, ça c'est dégueulasse. Voilà. Merci, c'était Julien pour Antip. Des images sales dans la tête. Alors,
va enchaîner directement avec Star Wars, les dernières news par Yano. Alors, j'ai collecté pour vous les quelques news que j'ai pu trouver qui sont le plus souvent de l'ordre de la rumeur. Ce qui est a priori sûr, c'est que l'épisode 7 sortira le 18 décembre 2015, que le scénario est bouclé, que le démarrage du tournage, c'est de mai jusqu'à septembre. Alors, en ce qui concerne le synopsis, on a plusieurs pistes qui se recoupent par endroits. Tout d'abord, la trame de Star Wars épisode 7 nous ferait suivre 2 jumeaux, avec un qui partira vers le côté obscur alors que l'autre se tournera vers l'ordre jeudi, pour faire plaisir à One Eye. Est-ce qu'il s'agit des 2 jumeaux qui, théoriquement, sont nés de Yann et Leia? Alors ça pourrait, puisque un collègue de Carrie Fisher a dit lors d'une interview, en faisant pas très attention à ce qu'il disait, il disait non, elle pourra pas parce qu'elle est partie pour 6 mois de tournage sur Star Wars. 6 mois de tournage, ça veut dire un rôle très important. Donc ça pourrait être la mère des jumeaux. Ou un caméo, tu t'es bien fait entuber quand même. Tant que le salaire tombe, ça peut être pas mal comme caméo. Ou alors c'est un très petit caméo, mais vraiment elle a des gros problèmes de mémoire maintenant. Et aussi, officiellement, Disney aurait déclaré que ça se passera 30 ans après le retour du Jedi, donc tout accrédite la thèse des jumeaux de Leia. Voyez, il y aura 3 nouveaux héros dans le film et quelques visages déjà Donald, connus. Mickey et attends, je cherche le 3e. Riri. Parce que Fifi et Loulou, ils sont en désintox, en fait. C'est ça. Fifi, ne te laisse pas détruire, comme l'a fait Obi-Wan. Loulou, c'est moche, il est dans les jeunesses néo-nazis maintenant. Alors, autre news, Pixar pourrait être amené à réaliser un film Star Wars. C'est bien la preuve que Pixar est tombé bien bas, ce qui serait quand même le premier truc de franchise et non pas histoire originale qu'il réaliserait. Voilà, Mais toujours. Pixar, ça fait 1 an qu'ils ont une sortie, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est Monster Academy 2 le dernier, je crois. Ouais, mais je crois que ça fait 1 an. C'était pas mal. Ça fait un moment, ouais. Ouais. Les avions, là? Ah oui, il y a mon Plane Dieu, je l'ai aussi, vu. oui. Plane, c'est une catastrophe ce film. T'arrives pas, tu veux pas, ton cerveau veut pas connecter que c'est un Pixar tellement c'est mauvais. Pour revenir à Star Wars, au niveau du casting, est-ce que ça vous intéresse le casting, quelqu'un? Allez, Oui, vas-y, non balance. Rapidement. Allez, vas-y. 5 acteurs en course pour le premier rôle. Vous allez voir, tous des mecs que vous connaissez à donf. Ed Spillers. Ah ouais, grave. Il a joué dans Downton Abbey. Mon oncle. Voilà. machin. John Boyega. Il a joué dans Attack the Block. Jess Plemons. Toi, tu dois Breaking connaître. Bad. Breaking Bad, jouait le rôle de Todd. Matthew James Thomas. J'ai juste réussi à le retrouver dans Billy Elliot qui jouait le petit garçon qui se prend une claque. C'est vrai, la vérité. Ah, mais c'est un putain de rôle quand même, parce que... Attends. Ray Fisher. Attends, pas de la merde. Ray Fisher, il a joué dans The Sentimental Block. Ok. Et enfin, Jack Raynor qui a joué dans le futur Transformers 4. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur les petits ricanements que nous venons tous de faire, moi compris? Si on avait transposé cet épisode 30 ans en arrière, un petit film qui va sortir, Star Wars, machin, un petit budget de ouf, etc., avec des acteurs comme Harrison Ford, C'est pas Carrie ça. Fisher, C'est pas ça qui est inquiétant, c'est que dans tout le casting que je t'ai donné, c'est que des jeunes premiers, des jeunes beaux gosses de 22 ans qui ont joué dans des séries pour ados. La plupart du temps. alors là, Autant j'ai rien pour dit. toi. Et d'ailleurs, Oh, je t'ai dit. ça va m'amener à un autre truc que j'avais gardé pour la fin, mais bon, puisque tu y tiens, voilà, on y va. Puisque, y a quelqu'un qui a déclaré être en discussion sérieuse avec Disney, et ce quelqu'un, c'est Zac Efron. Pour ceux qui ne le savent pas, Ah, je vous il trouve a un peu joué dur. Non, mais c'est pour High School Musical 4, non, c'est pas ça? High School Musical 4. C'était pas pour ce High film-là, School quoi. Musical 7. Voilà, ils sont de retour. Alors attendez, j'ai une citation de Zac Efron quand même, parce que quand on a un grand penseur, il faut y aller. Parce que déjà, une citation, ça fait marrer tout C'est le ça, monde. quoi. déjà, il est capable de faire une phrase complète, ce garçon. Ah ouais, non, mais tu vas être surpris. Vous êtes prêts? Voilà ce qu'il a dit Zac Efron. Oui, j'y suis allé, je les ai rencontrés, et donc je ne sais pas, ce serait cool, j'aime ça. C'était un casting pour un film de cul ou quoi? Oui, c'est ça ce que j'allais dire. T'es sûr qu'ils lui ont pas proposé un truc un petit peu entre adultes, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un connaît Girls de HBO? Non. Bon, alors il y a Adam non. Driver qui joue dans cette série qui serait... Déjà, qui- Adam Driver, ça fait vraiment pseudo de boulard, quoi. C'est le fils de Mini Tu vois, c'est- Driver. Il Adam incarnerait, Driver, il 35 incarnerait, cm au repos, quoi. il incarnerait le grand méchant de l'histoire, le remplaçant de Dark Vador.
Il y a Lupita Nyong'o qui a été oscarisée pour 20 Years a Slave qui jouerait peut-être une Sith. Benedict Cumberbatch et Gary Oldman seraient bien au casting. Au départ, J.J. Abrams hésitait entre les deux pour le même rôle et finalement, après modification de script, il s'est débrouillé pour avoir un rôle pour chacun. Enfin, nous avons Judi Dench. Oh, un bon quand même. Il y a Madame M. Judi Dench qui jouera Mon Mothma. Ah oui, bah oui, bien sûr. Qui coordonnait l'attaque sur l'étoile noire. Bien sûr, 30 ans après, elle est parfaite. Et est-ce qu'on aura l'amiral Akbar qui nous fera The Trap? Non, mais tu l'as très bien fait. Quoique, il y a Hugo Weaving et Michael Fassbender qui sont en discussion, peut-être, comme Hugo pour Weaving, Akbar. Chaque fois qu'il fait un film, il a toujours un masque, comme on a dit. Ben voilà, Akbar, 3 PO. Hugo Weaving is Admiral. J'ai terminé. Akbar. It's a trap. Merci. Mais Donc, de nous rien, allons all the peut-être, pleasure is for me. passer tout de suite, sans aucune forme de transition. Yann, c'est encore toi. son Non. conducteur. Et Ah non. quand même, on va directement passer Au brève. Voilà. Alors, Alors, oui, comme ça fait une respiration. livre bande dessinée. Hein. Je veux pas dire, ça me fait mal à la tête. Donc, les brèves du One Night Club. Bien, nous allons vous parler de revues dont on a déjà parlé des premiers numéros. Nous allons vous parler de Papier numéro 2 et de La Revue Dessinée numéro 2. Pour rappel, ces deux revues sont disponibles en librairie et sont chacune sur un point de vue très différent avec plein d'auteurs. Sur Papier, vous avez une thématique générale qui n'est jamais nommée dans le bouquin. Là, apparemment, dans celui-là, ça a un rapport avec la relation au père, etc. J'ai pas trop capté le détail de ce qu'il voulait dire. Plein d'auteurs très Je crois que variés. t'as bien pitché le truc. On n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire. Ouais, je C'est sais. sûr, je ça fais donne juste- envie de lire à fond, quoi. Là, c'est... Donc plein d'auteurs très variés. Hein, ça va de. super, on a rien compris. Attendez, C'était attendez. génial. Lisez-le. Attendez. Franchement, les gars, abonnez-vous. Hein. Alors, à qui ça s'adresse? Aux profs de philo qui ont rien préparé. Donc, vous filez ça à vos élèves et puis allez plancher, les gars. Quelle est la thématique? Alors, quelle a été l'intention de Papier, l'auteur? tu l'as Vous pris avez aussi 2 dans le heures. jeu. Merci. Vous avez 2 heures, les gars. Et tu Oui. te démerdes. Mais grâce à Papier, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait jusqu'ici. Jamais. Dans cet album, il y a donc Max Aguirre, Jimmy Beaulieu, le Silver, Joe Dessy, Guy Delisle, Elosterve, Fortu, Julien Frey et Dominique Mermou, Eleanor Gozzelli, Juan Sáenz Valiente, Martin Singer, Lewis Trondheim et Pénélope Bagieux. Pour une histoire qui est vachement bien. Alors là, Oui, non mais. Ça va, ce qui va être difficile à un moment, c'est trouver sale ce que vous faites. Il n'y a pas du Bagieux dedans, hein, quand même. en gros, donc c'est une histoire qui apparemment est inspirée d'un fait réel où elle se retrouve à On va acheter des chaussures. Et c'est très compliqué. À devoir accepter la Légion d'honneur. Voilà. Trop Et dur je à sais meuf. pas quoi. si elle prend le côté plutôt vermeil ou plutôt carmin, parce que dans les loups-boutins, c'est difficile. Voilà. Non, son père est décédé et avec sa sœur, elles vont aller au niveau de l'héritage. Tu vois, c'est le sujet plus grave. Ils vont aller voir le notaire pour l'héritage et comme apparemment son père avait une vie plutôt à la cool, elle s'imagine que peut-être... Je crois que c'est plutôt dissolu, on dit. Ouais, dissolu, ouais, à la cool. Elle s'imagine que peut-être que son père, en fait, a eu un autre enfant et elle s'imagine que peut-être qu'elle a un frère et elle imagine toute la vie qu'elle aurait pu avoir avec ce frère qu'elle imagine. Donc on est un peu dans du Maxime Le Forestier. Donc tu veux dire que Pénélope Bagieux pense à autre chose qu'à la mode, en fait. C'est Effectivement, incroyable. voilà. C'est une news. Donc globalement, c'est plein d'histoires, moi que j'ai trouvé relativement sympathiques. Alors, il y a rien de grandiose, ça se lit plutôt bien. Je trouve que ça reste encore un peu cher pour le format et vu le contenu. Enfin, moi, je vais être quand même un peu plus. Tu vois, il y a un truc bien, c'est Max Aguirre, tu vois, ton Argentin, un truc qui est très, je sais pas. Martin Singer, j'ai rien compris. Et des trucs, mais vraiment, on l'a pas compris. Par contre, là, c'est Juan Sáenz Valiente. Je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Il y a une gradation dans le pas compris, c'est ça? Ah, mais attends, non, sérieux. Là, c'était vraiment expérimental, quoi. Tu as des trucs, c'est des cases. Au bout de 2 pages, tu t'arrêtes, tu clignes des yeux, t'as 2 doigts de la crise d'épilepsie et tu te dis, bon, j'y retourne, il doit y avoir une histoire là-dessous. Voilà. Non, papier, bof. Oui, voilà, je reste pas convaincu. Il y a des trucs sympathiques, mais franchement, avec toutes les revues qui sortent actuellement en librairie sur la bande dessinée, les autres sont plus intéressantes. Et pardon. Vas-y. Non mais c'est pas pour parler de ça en fait. Mais justement, c'est pour ça que je te laisse. Alors, par rapport à Arg, est-ce que vous avez un avis sur Arg? Alors Arg, j'ai commencé à feuilleter le deuxième parce que j'ai raté le premier, qu'il faut que je lise encore. Le concept me semble bien parce qu'il y a l'air d'avoir un parti pris, il y a l'air d'avoir une approche éditoriale du coup, c'est marquée. régional quoi. Voilà, en plus c'est régional. On rappelle
pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu Arg, que c'est une revue de BD qui est alors trimestrielle ou mensuelle, je sais plus. Je crois que c'est bimensuel. Je crois que c'est bimestriel. Bimestriel, donc c'est tous les 2 mois et qui est édité en région PACA, Marseille, Avignon, Nice, voilà. Et pour le moment, moi, le concept me plaît. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus punk à chien, même, je dirais. Un peu plus, enfin, il y a un parti pris, en fait, ce qui fait que c'est une revue qui aurait plus une légitimité que papier, qui, en fin de compte, me semble être, je vais appeler plein de gens qui sont talentueux, sans doute. Je leur donne une sorte de vague fil conducteur. On va essayer de faire un truc avec que de la BD dedans. Ça manque de corps, je trouve, papier, voilà. Et est-ce que vous pensez pas en fait que le format magazine, peut-être que je vais aller un peu loin, mais est-ce que vous pensez pas que le format magazine est peut-être réservé à des auteurs qui sont peut-être plus jeunes et moins expérimentés, pour justement leur permettre d'avoir un espèce de tremplin, qu'à des auteurs qui sont déjà très posés, donc dans les noms que vous avez donnés tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le format magazine est pas un format qui était idéal à une certaine époque? On parle notamment de l'âge d'or. Est-ce que c'est pas forcément... C'est une question que je vous pose. Je pense que pour moi, ça doit être un peu un mélange des deux, comme on pouvait avoir dans le Spirou de l'âge d'or, où on avait des auteurs vraiment très très connus, qui avaient un grand succès, et on avait du test, des auteurs qui arrivaient sur du test dans soit des planches qui duraient pas, soit des séries qui duraient pas et qui parfois sortaient même pas en album derrière. Là maintenant, je vois le Spirou actuel, il y a une BD qui est publiée dedans, on sait qu'on a déjà la date de sortie de l'album en fait. Et oui, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant pour ça. Maintenant, comme j'ai l'impression qu'ils payent de toute façon les auteurs réputés au prix où ils payaient les auteurs débutants avant, je suis pas sûr que les auteurs débutants aient un intérêt, s'ils veulent manger, à travailler dans un magazine, à moins de vouloir se faire connaître, quoi. Justement, pour parler d'un système un peu équivalent avec la revue dessinée. Donc, on est sur un système de magazine d'actu cette fois-ci qui utilise la bande dessinée. Et là, clairement, même s'il y a au milieu des auteurs connus et reconnus, ça fonctionne très bien. Le contenu est là, c'est très dense au niveau de la recherche journalistique. Donc on a la suite du premier tome sur certains articles, donc notamment dans les pas des soigneurs de la ménagerie. Donc c'est un reportage de Marion Montaigne sur le zoo de Vincennes. Mister Echo, La sémantique c'est élastique par James, Passion Bite par Hervé Bourris et Adrien Méniel. Bref, on a et le gaz de schiste. Et ensuite Pied parle de l'article sur le Front National et des difficultés d'équilibre entre images et information. C'était super intéressant, mais j'ai préféré le garder pour moi, désolé. En bande dessinée, avant d'avoir le passage où ils vont à l'école du FN. Peut-être aussi parce qu'on leur a pas laissé voir assez de choses pour ces grand chose à raconter. Mais on a tout un historique de la com du FN qui est super intéressant en fait, j'ai trouvé. Et ensuite, ils nous montrent à quoi ressemble l'école, comment est-ce qu'ils communiquent, ils apprennent en fait à tous les gens qui veulent faire aller dans toutes les mairies partout en France, c'est-à-dire beaucoup cette année. Voilà. Enfin, j'ai trouvé le reportage intéressant, mais effectivement, on sent qu'ils essaient de trouver cet équilibre-là. Ils essaient d'apporter, je pense, plus d'écrits, d'illustrer toujours, parce qu'ils se retrouvent un peu coincés entre avec la forme derrière en fonction des sujets, quoi. Mais du coup, de votre point de vue, ça reste intéressant quand même. C'est-à-dire que au bout de 3 numéros, enfin de 2 ou 3 numéros, on garde quand même un intérêt sur la durée. Comme le disait Pierrick, ça dépend un petit peu de l'interaction qu'il va y avoir entre la personne qui a mené l'enquête et la personne qui va illustrer le propos. Quand c'est la même personne qui a fait les deux, il va falloir qu'elle s'improvise journaliste si elle est plus auteur de BD ou l'inverse. Quand il y a quelqu'un qui fait un peu plus la partie reportage et quelqu'un qui va s'atteler uniquement à mettre en scène la chose, je trouve ça peut-être un peu plus intéressant. Quand l'interaction entre les deux personnes à la base est bonne. Effectivement, comme tu le disais, moi aussi sur la partie gaz de schiste, on était en pleine discussion dedans, c'est un sujet qui m'intéressait, et c'est vrai que c'était chiant à mourir. En plus, ça faisait partie des histoires qui étaient longues. Il y en a qui sont relativement courtes, celle de Marion Montaigne par exemple est relativement courte sur le zoo. Par contre, le gaz de schiste, ça fait 2 pavés quoi quand même. Mais ce qui est fou, c'est parce que tu sens qu'il y a un vrai travail journalistique derrière. Le mec, il a eu des interlocuteurs que tu n'as jamais entendus, même dans des papiers écrits de journalisme traditionnel. Et donc, il a des exclusivités, il a un point de vue tout à fait original, mais c'est l'articulation entre le récit case par case, le médium dessiné et son propos qui marche pas et qui plante l'ensemble du truc. Et moi, ce que je comprends pas, c'est fondamentalement, tu disais dans ce cas-là,
tu disais d'avoir un couple peut-être journaliste-dessinateur. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt finalement? Je veux dire, dans ce cas-là, t'as un journaliste qui fait un très bon article. Et voilà, quel est l'intérêt finalement de le mettre en case? Je reprendrai l'exemple dont j'ai utilisé lors de la dernière émission, David B, qui va arriver à illustrer un propos économique ou un propos géopolitique, pour que visuellement, soit il y a une information supplémentaire, soit ça facilite la compréhension, l'intégration, la mémorisation. Alors sur un autre exemple qui est pas du tout la revue dessinée, mais à mon sens la série Le Photographe, qui est à la base un reportage journalistique photographique, est magnifié par la bande dessinée qui te permet de voir entre les images photographiques pour le coup, tout ce qu'il y a de travail, de relations humaines, de peur, d'ambivalence, etc. Et donc là, il y a du sens. En revanche, effectivement, sur des trucs comme le gaz de schiste, un papier écrit tout connement aurait mieux fait l'affaire, je pense. Je pense, ouais, mais ça doit dépendre des sujets aussi. Je crois qu'il y a ça. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais je trouve que c'est aussi surtout une revue qui est suffisamment variée dans les sujets pour que, à un moment ou un autre, va y avoir quelque chose qui va t'intéresser et te donner envie d'en apprendre plus, d'aller plus loin. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ils ont cette fonction un peu tête chercheuse. Alors du coup, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ils se plantent pas. Donc au moins ils essayent. Et ça, c'est tout à leur honneur et c'est tant mieux que ça continue. Mais est-ce que c'est pas du coup un peu comme lire un journal où des fois tu vois le titre, ça te tente, tu commences à lire, ça te saoule, tu passes à l'article suivant, quoi. Moi, la revue dessinée, là, il y en a certaines sur le tome 3 que j'ai zappé parce que justement, j'ai lu les 2 premières pages, ça m'a gonflé, je suis passé à l'article suivant. Moi, je serais assez d'accord, tu vois, sur le principe, si, en termes de modèle économique, il y avait un prix d'achat qui était beaucoup plus accessible. Parce que, mine de rien, la revue dessinée, c'est comme 21, c'est comme 6 mois en photo, ça reste un MOOC. C'est-à-dire, c'est un bouquin, en fait, tu vas le garder longtemps, c'est comme un album. Je ne me rappelle plus du titre de la BD dont Yasu va parler, mais comme c'est nul, ce n'est pas grave. Les menaces de la mafia n'ont rien à voir avec ma décision de couper ce passage. Et mafieux dans Marseille depuis les années 50. Ce serait un sujet passionnant, seulement c'est dessiné à la truelle et c'est scénarisé avec des moufles. Donc là, on a une occasion qui a été ratée et j'ai pleuré mes yeux ce matin à la Fnac en me disant bon sang, un sujet en or comme ça gâché, c'est vraiment un scandale. Donc j'attire l'attention des éditeurs, messieurs, ne rééditez pas cet échec. Faites quelque chose d'intelligent sur Marseille, il y a de quoi faire. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée. Prenez exemple sur Plus belle la vie. Voilà, par exemple. On est tellement bien Sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Voilà, vous l'avez vu votre chanson. Ouais, merci. Voilà, merci. les petits chanteurs à la gueule de bois. La bouche en cœur, le foie en pleurs. Marquez qu'on se barre pendant 5 minutes pour aller pisser, c'est le bordel, quoi. Yo, si tu nous écoutes, cette vanne est de Yo. C'est vrai, copyright. Les petits chanteurs à la gueule de bois. Une des meilleures blagues parues dans Feu Escapo, un fanzine de bande dessinée copyright excellent. Escapo 2005. La bouche en cœur, le foie en pleurs, c'est ça? Exactement, les petits chanteurs à la gueule de bois. Nous avions aussi dans Escapo de Bouli notre ingé son La Tour de Mamel qui était très bien aussi. Vous aussi disait que il y avait donc Mao Tse-tung qui disait finalement je préfère le bleu. J'aimais bien cette vanne aussi. Mao Tse-tung, période bleue. On enchaîne On vous passera les Escapo, le fanzine qu'on avait fait à l'époque. avec la musique. Alors, Mouzik, nous allons parler d'un auteur français que nous aimons beaucoup. C'est horrible, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire de vannes là d'un coup. C'est moche, il y en a plein qui me viennent, des super moches. Avec Detroit, Détroit, le dernier groupe de Bertrand Cantat. Oh putain. Oui, donc Bertrand Cantat est revenu. Si, c'est possible. Bertrand Cantat est revenu. Elle n'est pas dans l'album, celle-là. Pour tous ceux qui aiment Pierre Perret, vous apprécierez la référence. Donc Bertrand Cantat est revenu. Il est revenu avec un nouveau groupe, puisque ses anciens visiblement n'ont pas voulu se joindre à l'aventure, assez étrangement. Hein. J'ai pas trop compris pourquoi. Et donc il est avec un certain Florent. Ouais, voilà. Ils ont une divergence d'opinion stylistique. Donc il est de retour avec Pascal Humbert, avec qui il a réalisé ce nouvel album qui s'intitule Horizon. Que dire de cet album ? Moi, j'ai été
vers cet album parce que c'est du Kanta et parce que j'aimais beaucoup Noir Désir. Et je me posais la question, avec beaucoup de curiosité, de savoir ce que Kanta seul était capable de sortir par Là, rapport il à est Noir pas seul, Désir. il est deux. Oui, il est pas seul, il est deux. Mais il est deux avec quelqu'un de pas Noir Désir. Donc voilà. Et finalement, c'est très très proche de Noir Désir en version mouligasse et très personnelle. C'est ça, c'est du Noir Désir, mais t'as pas l'odeur, t'as rien en fait. Non. Si t'as la voix, pardon, t'as la voix de Kanta, mais c'est il tout. manque la cocaïne de Noir Désir. Pourquoi la cocaïne Bah, le côté un petit peu Red Bull de la chose. Moi, c'est vrai que tout l'album, j'ai écouté l'album sans déplaisir, mais en me disant tout du long, c'est quand que ça pète, quoi. C'est ça. C'est C'est quand ça. qu'il rentre dans le vif du sujet, quoi. Autant il y a quelques balades, des moments un peu plus soft, des moments soft en anglais, comme on pouvait retrouver sur les albums de Noir Désir. Autant les quelques titres qui envoyaient du lourd et qui mettaient de l'énergie dans l'album, bah ils n'y sont pas. Ça manque d'écorché vif, quoi. Oui, notamment. C'est voilà. Si vous pouvez me permettre, est-ce qu'il manquerait un petit peu d'être désinvolte? Est-ce qu'il faudrait qu'on ait l'air de rien? Oh Bif. Julien Antipop. Tizak, fais attention, Julien d'Antipop commence à se rapprocher. Et on le connaît, hein, là. Quand il est comme ça. J'ai ce côté indécis. Moi, Fleur ton épaule. je tiens à souligner Un qu'il a décis pour ou un l'instant descend conservé son caleçon, même s'il n'a plus son pantalon. Lorsqu'il t'appellera Ernestine Je Meffeto. crois qu'il essaye de communiquer. Avec J'ai mis du une déodorant, inflexion faut sur bien les que deux ça dernières serve, quoi. syllabes. Attention. Il joue à E.T. téléphone maison sans ses mains. Donc en bref. C'est dire. Donc en bref, moi je vous conseille d'écouter quand même cet album, si vous pouvez vous le procurer d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est pas obligé de l'acheter quand même. C'était la façon D'une façon en fait. ou surtout d'une Ne autre. l'achetez pas, voilà, vous téléchargez Regardez, légalement et puis vous écoutez. Ouais. Après, Attends, ça reste, si c'est ça pour pas le reste garder, vous surtout allez sur malgré tout Deezer un et bon basta. album. C'est pas l'album du siècle, ça reste un album de retour. Il pouvait pas non plus totalement plagier ce qu'il faisait avec Noir Désir et au niveau des textes, après, je vous laisse seul juge. Il y a quelques titres très introspectifs, quelques titres avec oh là là, la tendance suisse là. Non, je vous laisse juge. Je ne me mouille pas. Mais j'en Voilà. pense pas moi. Non, c'est-à-dire que c'est comme pour tout, on peut toujours aller chercher la petite bête quand on la cherche. C'est-à-dire que si on reprend même, je pense, des textes de Noir Désir et qu'on les met En Suisse, c'est un centriste, lui. et qu'on les met en regard de ce qui s'est passé dans la vie de Bertrand Cantat, on pourrait trouver des phrases qui pourraient choquer Pierre-Paul ou Jacques. Il y a une chanson qui est quand même. Il y a particulièrement, voilà, il y a plusieurs phrases dans plusieurs chansons qui font Comment je lui ai référence marravé la à sa gueule vie celle-là, elle m'a personnelle. paru un petit peu bizarre. Ça y est, on a la vanne. Je me disais, c'est bon, on n'a pas dérapé, il a presque fini sa chronique et on n'a pas dérapé. C'était le point Quentin. Putain, vous l'avez écouté le dernier Super Tramp, il est super bien. Bon, il est parti, je pars, j'en ai rien à foutre, quoi. Non mais voilà, bon disons qu'il y a certaines phrases qui sont un petit peu plus violentes et qui font directement référence à sa relation avec son ex-compagne. Il y en a d'autres où il se permet des règlements de compte avec la presse, voilà, bref. Au niveau de... Les journalistes, c'est vraiment des connards. Les journalistes, c'est que de la merde. C'est vraiment que des connards. connards. Sous prétexte que tu tues ta copine, et ben derrière ils te font chier quoi. On Merde. vous montre du doigt alors que j'ai Ouais, fait que là, voilà. C'est vraiment dégueulasse. Elle aussi d'abord, elle a failli. Bref, merde. c'est elle qui avait commencé. Donc voilà, en tout cas, musicalement parlant, c'est bien. Ça manque de pêche, mais c'est bien. Au niveau des textes, ça reste du Noir Désir si on fait pas trop attention et au vécu de. Faut oublier le Kanta. contexte. Faut oublier le contexte. Faut oublier le contexte et ça passe très bien. quoi. Voilà, si on oublie la partie contexte de Kanta, c'est bien. Donc si tu veux emballer une gonzesse que vous avez déjà un peu bu avant au repas, tu mets ça quand t'arrives chez toi, c'est bon. Ça le Tu fait. t'emmerdes pas, tu mets du Mais- guichard et puis c'est réglé, quoi. Ou tu mets du Lovage. Music to make love to your old lady by. Allez, passons à la suite. Merci, alors, c'est la suite. Alors, Oui, pardon. alors, c'est la suite. Yasu, c'est à toi, si j'en crois le conducteur. Alors, Charlier vous raconte. alors, Alors Charlie. d'abord, avant que tu commences, Yasu vous raconte, Charlier vous raconte. Alors, je suis déjà, content que tu n'aies déjà pas mis d'annotation sur le conducteur, parce que des fois tu mets des petites, un petit peu ce que tu penses sur le conducteur. Oui, Charlier vous raconte, sobrement. Alors, Simplement. Toutes les coulisses, là. C'est juste que tu n'as pas tourné la page, tourné la manivelle, et tu vois qu'il y a une petite annotation dans le web jeu vidéo. Voilà. Mais je n'en dis pas plus. Suspense. Alors,
pour vous parler brièvement de Charlier vous raconte. Jean-Michel Charlier, comme personne ne l'ignore autour de cette table, est un des plus grands scénaristes de la bande dessinée franco-belge de l'après-guerre. C'est le créateur de rien de moins que Bug Danny, Tiger Joe pour ceux qui aiment l'exploration africaine, Surcouf, Barbe Rouge et quelques autres, Dan Cooper pour ceux qui aiment les pilotes de chasse canadiens. Alors, les cow-boys, et on s'en fout les cow-boys. et un mec Je me disais, il manquait un truc. totalement inconnu au bataillon qui s'appelle Mike Steve Blueberry. Alors, il fallait Il pour fait des téléphones portables, c'est ça, avec clavier? il fallait pour raconter la vie d'un homme comme Charlier au moins un énorme pavé, et c'est ce que propose Gilles Ratier. Alors Gilles Ratier reprend le projet laissé en plan d'une exposition consacrée à Jean-Michel Charlier qui devait se tenir à Grenoble, sauf erreur. Et en fait, c'est un bouquin qui est à la fois une biographie et un voyage au travers de l'œuvre de Charlier, avec des extraits d'interviews qu'il avait donnés à la fois dans Spirou et dans beaucoup d'autres supports, à la fois non spécialisés et puis spécialisés en BD. Alors, ce qui est passionnant dans ce bouquin, donc Jean-Michel Charlier vous raconte, c'est que c'est à la fois le parcours de Jean-Michel Charlier en tant que futur scénariste, à une époque où le scénariste de BD n'est pas du tout reconnu. Déjà, on reconnaît à peine le dessinateur de BD. Alors, le scénariste de BD, Charlier raconte que ses parents ont du mal à croire quand il leur montre l'argent liquide qu'il arrive à gagner grâce à ça. Ils pensent qu'il a braqué une banque. Donc voilà, c'était vraiment une période où gagner de l'argent en racontant des histoires en bande dessinée, c'était tout simplement inconcevable. Et puis aussi, ce qui est passionnant, c'est de voir la méthode de travail de Charlier. Et ça l'est de nouveau. Et ça l'est de nouveau, évidemment. Mais pour les auteurs, cette fois. Voilà. Ce qui est passionnant, c'est de voir la méthode de travail de Charlier. Évidemment, dans ce livre, vous avez de très belles reproductions de planches originales mises juste à côté de scénarios, des scénarios de Charlier qui sont tapés à la machine sur du papier pelure, comme de juste. Et vous voyez que selon le dessinateur, il y a une certaine marge d'interprétation. Vous voyez par exemple que sur des dessins par exemple de Giraud, il y a des changements qui sont radicaux entre le texte de Charlier et la planche. En revanche, pour Rubinon ou pour Mitac dans La Patrouille des Castors, les mecs ils respectent Charlier à la lettre. Et Dieu sait si pourtant c'était pas évident, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans Antipop, des difficultés pour les dessinateurs à adapter des scénarios de Charlier qui était un type totalement dithyrambique dans ses dialogues, dans ses descriptifs, etc. Alors ça, c'est assez étonnant. Nicolas Jans, tu nous écoutes. Voilà, par exemple, spécial dédicace, on pense à toi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'attitude de Charlier par rapport à son médium. Charlier est rien de moins que le scénariste de bande dessinée qui a permis à René Goscinny d'entrer dans le métier, puisque c'est Charlier qui a qui un mec, il a fait 2-3 conneries, mais tu connais pas. C'est un humoriste. Un connard, quoi. Voilà, vraiment un con. C'était... Quanta, je veux bien, mais là, tu vas te calmer. Alors, c'était Charlier qui, à l'époque, était à peu près directeur éditorial de la WordPress, une agence de presse qui fournissait 75% des contenus pour les éditions Dupuis, qui a repéré ce petit jeune qui arrivait de New York, venant de Buenos Aires, et qui lui a dit, bah écoute mec, t'as l'air d'avoir du talent, viens ici, quoi. Donc, Charlier a eu une influence déterminante, non seulement sur l'arrivée de Goscinny dans la BD, et ensuite, après, sur l'avenir de Pilote, mais en plus, ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte, et Charlier le dit très honnêtement, ce qui est assez étonnant, c'est que lui, dans son médium, il adore être scénariste de bande dessinée, mais il n'arrive pas à lire, à plusieurs reprises dans des interviews, il dit que moi, je n'arrive pas à lire des BD. Même celles que j'écris. C'est-à-dire que moi, j'adore lire des romans, des articles, j'ai une documentation énorme, mais une fois que l'album est sorti, je m'y intéresse plus, et c'est ce qui explique que quand je reprends une histoire, je me plante. Parce que je me rappelle plus que j'ai fait un tel, et que du coup j'ai des incohérences dans mes scénarios. Et là vous apercevez en fait une espèce de ligne directrice dans Charlier qui est vraiment une énergie créatrice. Dans Charlier, oui, tout à fait, dans Charlier, au début, à la fin, au milieu, partout, dans Charlier, cette énergie créatrice qui fait que vous avez une production, mais qu'on regarde jamais en arrière. Alors, quand on est dans une série du genre Bug Danny qui revient toujours au début, où il n'y a pas d'évolution, on peut comprendre. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est de voir que dans Blueberry, justement, j'ai failli oublier, mais dans Blueberry, Charlier, dans ce bouquin, au travers d'interviews, dit que dès le départ, quand il lance la série avec Giraud, et avec JG un peu aussi,
il a dans l'idée de sortir de son schéma habituel et d'avoir un héros qui évolue d'un album à l'autre. Et là, du coup, Charlier se met en danger, puisque lui, son fonctionnement, c'est de jamais se rappeler de ce qu'il a fait la veille. Et là, il est obligé de se rappeler de ce qu'il a fait la veille, parce qu'il faut qu'il fasse évoluer son personnage. Et donc, à ce titre, Blueberry, c'est vraiment, dans la BD en général, et dans la BD de Charlier, une rupture totale par rapport à son habitude de production. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Je vous passe sur plein d'autres trucs qui sont hallucinants, d'humanité, de tendresse, dans ce qu'était Charlier en tant que scénariste et en tant que personne, tout simplement. Le seul regret que j'ai par rapport à ce livre, c'est que, comme c'est c'est un livre, en fait, qui a été imprimé à la fois avec du texte, avec de l'image, avec des reproductions, ça supposait une impression irréprochable, et là, malheureusement, vous avez sur certaines pages du maculage d'une page sur l'autre. Et donc, du coup, quand vous avez une planche qui macule sur une page dactylographiée, ça gâche un petit peu le plaisir. Mais c'est ton exemplaire seulement ou... Non, j'en ai acheté 2, parce que j'en ai acheté un pour mon père aussi. Et pour son anniversaire, c'est un grand fan de Charlier. Papa, voilà, wesh, la famille, tout ça. Mon vieux. Mon vieux. Donc, malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit un cas isolé. Donc, c'est le seul bémol que je vois à ce bouquin qui est magnifique et qui, en plus, qui fait dans les 250 pages et qui n'est pas cher du tout. Ça ne coûte que 40 €, c'est-à-dire à peu près... Oui, c'est un Mastar, le ah oui, mais c'est un énorme Mastar. C'est l'équivalent d'un book à Taschen, c'est 2/3 d'un Taschen, en gros. Donc, c'est vraiment une somme, c'est magnifique, c'est passionnant. Si vous vous intéressez à cette époque de la BD franco-belge, il faut vraiment vous ruer dessus, notamment pour découvrir les épisodes de la jeunesse de cette école franco-belge. L'influence de JG qui notamment a eu la lucidité de dire à Charlier, tu dessines bien, mais tu dessineras jamais aussi bien que les mecs avec qui tu bosses. Tu bosses avec Ubinon dessine mieux que toi. Arrête, fais du scénario. De toute façon, si Ubinon dessine mieux que toi, il faut arrêter. Alors là, je m'inscris en faux et je pisse à l'arrêt de tous les dessinateurs qui font du réaliste et qui font de la science-fiction, quand bien même ce seraient des amis très chers à bon cœur. Voilà. Ceci étant dit, je clôt ma chronique sur Charlier vous raconte. Alors, pour clôturer cette réplique, je dirais très simplement, bra! C'est une superbe transition. On pourrait tout de suite passer à la prochaine rubrique. Et si on parlait de moi? Qui concerne en fait une bande dessinée qu'on a déjà chroniquée dans Antipop. Ouais, mais c'est pas grave, on peut refaire. Donc Moi, je la trouve pas si bien que ça, en fait. Donc le One Night Club, vous allez quand même. faire, parce que comme vous le lisiez un petit peu off, puisqu'on va raconter un peu à vos auditeurs et aux nôtres que nous avons mangé une pizza ensemble, ce qui prouve vraiment que le jour... Arrête là, tu ne racontes pas la suite, s'il te plaît. Dommage. Donc sur que voilà, vous avez dit que par rapport à votre appréciation, que nous on a été trop gentil avec Rockstone et vous vouliez faire une rubrique un petit peu plus virulente, un peu plus méchante. Je voulais déjà rétablir la vérité. Je veux dire, vous êtes censé quand même dans votre équipe avoir un vrai journaliste, un gars, je veux dire, un Clark Kent, quoi, un mec, un gars qui assure, qui est là pour établir la vérité, donner les faits. Mais je sais pas si t'as remarqué, moi je suis pas intervenu sur l'émission. J'avais été bâillonné. Informer le monde. Et là, ils nous font une émission où ils invitent son pote avec qui il fait des émissions pour parler de sa BD. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que c'est trop bien. Et en plus, ils nous sortent l'excuse du non mais c'est pas parce que c'est toi, hein, c'est vraiment trop bien. Et moi là, moi je peux pas admettre ça. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un album cartonné. Vous imaginez? Il y a plus de carton que de papier. Si tu regardes bien, quand tu le mets dans ta bibliothèque. En quatrième de couve, moi je l'aurais marqué mort aux arbres. C'est une arnaque. Regarde, en termes d'épaisseur, moi déjà en soi, ça me choque. Ensuite, tu peux parler du titre. Parce que quelque part, un titre comme ça, c'est quoi? C'est pas juste un journaliste qui s'est raté dans sa vie. On tue la francophonie. Ah non, mais c'est pas ça. Je trouve que c'est pire. C'est un mec qui voulait rentrer chez Rock'n'Folk et qui du coup a dit, ah ben tiens, moi je vais faire Rock'n'Stone, quoi. Voilà, non, dégage, t'es trop stone! Non, mais ça c'est abominable. C'était le rock'n'folk du reggae. Rock'n'folk spécial reggae, rock'n'stone. En page centrale, un atelier découpage.
La tulipe en 3 leçons. Alors, Très dur la tulipe, très très dur. Très dur la tulipe. qu'est-ce qu'on a en gros comme histoire? On va suivre l'histoire d'un môme qui s'est retrouvé abandonné et qui vit en autonomie au milieu du désert. Alors déjà super crédible, moi je trouve ça super. sans famille, Ah, non, je m'appelle Rémi, je me bats. Non mais il a pas de chien, il y a pas de chien, il y a pas d'animaux là-dedans. Je n'ai pas d'avis. Il y avait un chien, je tu marques un chien, là. Et qui se retrouve à croiser. Qui se retrouve à croiser le truc d'Alien 2 là, qu'elle a replay à la fin pour tuer l'alien. C'est ça, oui, le chariot élévateur, c'est ça. Ça va Voilà. mal se mettre, franchement. Vous le Ça dites. aurait pu être pire que ça, en fait. Donc un chariot élévateur qui parle et qui en fait est gentil alors que tous les chariots élévateurs dans ce monde sont méchants. Je résume vaguement. Hein. Et celui-là il est gentil, on sait pas pourquoi. Il se pose pas de questions, il part avec et donc là ils vont rencontrer une autre bande de survivants parce qu'apparemment il y a eu un gros cataclysme, une intelligence artificielle qui a pris le contrôle du monde. Et là, t'as un croisement avec Harry Potter. Ah vas-y. Va plus loin. Ah ouais, le croisement avec Harry Potter. J'avais pas vu, vas-y. La cape magique d'invisibilité. Tu peux pas tester, mec, là. Alors moi, je t'avoue que j'attendais la carte. Oui, la carte magique pour pouvoir se déplacer et voir les autres personnages. Non, mais tu sais ce que moi j'attendais, J'attendais April O'Neil, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Moi, Elle est où la biatch, quoi? J'attendais surtout Emma Watson pour ma part. Elle est où, bordel? Putain, fais chier, quoi. Les arguments du One Eye Club contre Rock and Stone ne méritaient pas de figurer intégralement dans ce podcast. De toute façon, cette BD est géniale, j'espère juste que les robots vont gagner à la fin. Yann, j'attends de la rame que tu m'as promise. Vous êtes bien sûr le podcast One Eye Club anti-pop, que tout ça soit bien clair entre nous. Donc, pour remettre un petit peu d'eau dans notre vin, bien que ce soit pas trop à l'ordre du jour, mais... Est-ce que tu peux juste rappeler bien le nom de l'éditeur et de la série que les gens... Ah, ça, par contre, ça c'est le point super positif de la couverture. En bas, il y a un magnifique truc marqué Delcourt, c'est génial. Ouais. Ça, c'est super bien. Rien que pour ça, il faut acheter l'album. Oui, donc Rock and Stone de Jean Valéani et Georges. Alors, faudra qu'on m'explique pourquoi ils ont tous des prénoms et il y a un nom de famille au milieu. Moi, ça me perturbe pas mal. Je vais te passer ma mère. Voilà. C'est le nom des deux cousines, Val et Annie. Enfin, normal. Bon, quoi. plus sérieusement, comme on l'a quand même invité Oh, pour... est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette vanne? Elle est pas mal, celle-là. Donc, la vanne, c'était... On est dans Tout le 300, monde. on a le ralenti. Tout le monde a un nom de famille qui est un prénom. Nicolas, Jean, Gaëtan, Georges. Yann, Val et Annie. Bravo, bravo. Alors, médaille d'or, 2 fois d'affilée, quand même. Ce qui est pas donné à tout le monde, quoi. Plus sérieusement, et c'est pas parce qu'on t'a invité pour faire une émission spéciale sur cette bande dessinée. Ah bon, vous avez fait ça? Ouais, on a fait ça. Vous oubliez de le noter, sûrement. Bien, en fait, je l'ai... Non, là, le mieux, tu vois, c'est la petite lueur fugace dans les yeux de Pied qui s'est dit, putain, c'est du lard ou du cochon. Ah non, Là, il c'était sait pas plus, ça. en fait. C'était pas ça, non. On se marrait bien jusque-là. Thio l'a lu en premier. Je lui avais passé en premier. Je lui avais laissé cette primauté de la... Non, rappelle-toi, je l'ai offert à un pote et je l'ai Ah lu oui. avant de lui offrir. Oui, c'est ça. Tu l'as lu avant Voyage en Inde ou après? Et Avant la gastro ou après? quand il me l'a refilé, il m'a dit, c'est trop bien. Voilà, c'est ça que t'as dit en Ouais, gros. te sens pas obligé, là, ça va, je vais venir, même si pour Mais au niveau du dessin, Yann, tu peux... Là, pour le coup, c'est... Non, toi. je reconnais le dessin, c'est une vaste fumisterie. Je reconnais. Ouais, je suis sûr qu'il s'aidait avec des logiciels genre SketchUp pour faire des vaisseaux et tout. Alors, C'est bah, pas du vrai dessin, c'est du décalcage. Alors effectivement, pour aller dans le sens de Yann, pas parce que c'est mon pote et pas parce que... Voilà, j'ai la commissure un petit peu. Voilà. Tout ça pour dire que... Non mais ça va, tu m'as tout appris, je te dois tout. J'aurais-il que, voilà... Entre un mec qui utilise SketchUp et qui me sort des beaux designs de mecha, des beaux designs de vaisseaux, et un mec qui me sort des vaisseaux, je sais pas d'où il sort, tu vois, je préfère autant que ce soit SketchUp. Effectivement. Alors, L'argument... j'avoue que cette chronique était surtout là pour contrebalancer cette émission spéciale qui était une vaste fumisterie, je le rappelle. Et que si vous prenez un peu le juste milieu entre les deux, vous aurez la vraie critique de cet album. Je pense. Mais en tout cas, Antipop te remercie, et vous remercie tous, One Eye Club, d'avoir émis votre avis, parce que votre avis n'a pas de prix. Votre avis, c'est de l'or.
Et pour tout le reste, il y a Antipop. Celle-là, c'est cadeau, quoi. On va enchaîner tout de suite. Vas-y, parle-nous de la semaine parce qu'on a juste genre 1h30 de retard sur le planning. Je sais. Donc nous allons enchaîner tout de suite. Vas-y, fais court et bon comme tu sais le faire. Eric, envoie le Larsen, comme ça on évitera un petit peu le... De toute façon, je vais être Non, censuré. je spoilerai pas en fait, mais si je veux parler... Alors, bonsoir, Gulien, Antipop. Je vais vous parler de Last Man, tome 4. Alors, Last Man, vous le savez peut-être, vous le savez pas, c'est une bande dessinée de Balak, Michael Salanville, avec l'accent, et Bastien Vives. C'est une bande dessinée... Sébastien Vives. Et Bastien Vives. Tu veux dire le mec qui fait des photocopies en Xerox pour ses BD, c'est ça? Putain. Avec du blanco sur les yeux. Alors, donc pourquoi je voulais parler de Last Man en fait, parce que il y a dans le monde dans lequel nous vivons, il est très dur de trouver une bande dessinée qui soit à la fois populaire, qui soit un manga, une BD de baston, j'allais dire manga, mais c'est pas pour rien que j'ai fait un lapsus. C'est une bande dessinée en fait de baston, très clairement. Qui commence par un espèce de tournoi, comme on pourrait avoir dans DBZ en fait, un espèce de tournoi pour savoir qui est le meilleur combattant. Mais dans Last Man, je trouve qu'il y a une espèce d'originalité de par l'écriture et de par les dialogues en fait, et de par l'authenticité en fait des dialogues. Je trouve que vraiment, pardon, je crois que Quand tu parles de dialogue, tu parles juste de taille de bonnet, c'est ça? non. De dialogue, non. Alors, t'as eu la médaille d'or 2 fois. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir 3 fois, quoi. C'est même très compromis. C'est pas te le dire. Donc, je dis que Last Man, je trouve que c'est une très très bonne bande dessinée. Parce que, voilà, l'avantage... Pourquoi je voulais parler de Last Man? Pour les gens qui connaissent Last Man, bon, le tome 4 vient de sortir. Le One Eye Club ne l'a pas lu, donc je vais pas vous spoiler, même si je sais que c'est un plaisir de lire à chaque fois Last Man, parce que je sais que ça sort tous les 3 mois. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais qu'on en parle, savoir quel est votre avis là-dessus, sur justement cette bande dessinée qui est faite à 3 mains. À 3 mains, que dis-je? Non, ce ne sont pas des manchots, Julien. Réveille-toi, dans quel monde vis-tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains. Ça fait à 6 mains. Voilà. Donc, ils bossent en fait comme un studio, même on pourrait dire qu'ils ont une manière de fonctionner un peu comme pourrait fonctionner un mangaka. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui bossent sur une seule bande. Qui donne les ordres et les deux autres qui exécutent, c'est ça? Près de ton micro peut-être, pour qu'on t'entende. C'est-à-dire que tant qu'à dire faire du venin, c'est Vives qui fait un dessin et les deux autres qui photocopient, c'est ça l'idée? Non, voilà. Moi, ce dont je voulais qu'on parle en fait par rapport à Last Man, c'est de te dire. Pardon. Oui, mais je viens de commencer, merde. Déjà, faut que je la ferme, quoi. Non, je vois que... Putain, t'as encore 7 minutes avec South Park, merde, faut envoyer. Bah, c'est vrai. Bon, bref. Moi, je voulais juste savoir quel est votre avis, en fait, sur la bande dessinée qui est faite. C'est de la merde! Sur le manga qui est fait. Parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de débats avec beaucoup de personnes qui me disaient que les mangakas c'était des branleurs parce qu'ils bossaient avec plein d'assistants. À partir du moment où tu Comme les réalisateurs, genre Guillermo del Toro. Ça, grave. mal. À partir du moment où tu lis un... Il est mauvais comme la Il est mauvais. peste, hein. On va t'engager dans un petit peu. T'as les épaules pour y arriver. Toujours est-il que voilà, moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce processus-là, c'est de dire que quand on est plusieurs, en fait, parce que tous les mecs viennent de l'animation, tous ces mecs-là, donc ils sont capables de se calquer sur un style qui est certes très proche de celui de Vives, mais qui est quand même un truc assez homogène. Je voulais en fait votre avis sur ce truc-là, sur ce procédé-là en fait quoi. C'est-à-dire que Last Man sont capables de sortir 200 pages tous les 3 mois, ce qui est pas ce qui est pas le cas de tout le monde. Et aussi par rapport à Lewis Trondheim, parce qu'on a dit qu'on parlait de Lewis Trondheim, qui a dit que le manga allait nous bouffer les mecs. Et mec, tu vas nous bouffer, mec! Tu vas nous bouffer, mec! Alors, moi, Non, mais voilà. Oui, mais Trondheim, c'est comme Copé, s'il y avait une réflexion derrière ce qu'il dit, ça se saurait depuis longtemps, quoi. Alors, moi, je Donc tiens alors, juste- quel est votre avis sur ça, vous qui êtes tous Alors, amateurs de bande dessinée? Est-ce moi, que vous je- pensez je- qu'une bande dessinée doit être un travail plus comme les Last Man, qui a 200 pages tous les 3 mois, mais qui sort quand même une histoire qui est cohérente et qui est une bonne histoire à lire? Ou le reste? Alors moi, je réagis d'argument. juste sur le principe de la réaction. Pour
dire que justement, on a longtemps opposé BD américaine, japonaise et BD franco-belge où les auteurs sont propriétaires de leurs personnages, comme ça, pas de trahison, on en fait ce qu'on veut, et ta mère en short et tout, et tout. Le droit et tout. d'auteur en question, lui. Mania. Alors, déjà, je tiens à souligner que, justement, dans des ouvrages comme Charlie vous raconte, dont nous avons chroniqué brillamment le contenu tout récemment dans Antipop One Night Club, on découvre que, même dans les grandes heures de la BD franco-belge, on travaillait à 4 ou 6 mains. Je rappelle quand même, pour les anorexiques, analphabètes, débiles, trisomiques profonds, que Tintin a été écrit, dessiné à 6 mains entre Hergé, Jacques Van Melkebeek et Edgar P. Jacobs. Bim, que Spirou est passé de main en main et que il ne s'en est pas senti plus mal pour autant, n'est-ce pas? Et que par exemple, laissez-moi parler, monsieur Valéani, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler, merci. Que des auteurs comme Victor Hubinon, que vous conchiez tous évidemment autour de cette table, mais je vous pisse tous à l'arrêt, a été ancré par quelqu'un qui apparaît comme un tâcheron, qui est Eddie Pape, mais qui était un putain d'encreur de sa mère, la chienne. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, sa mère est contente. On lui enlève le micro là maintenant, ça suffit. Non, ce que je veux dire, c'est que on sait moins que Franquin travaillait aussi bien avec sûr. des assistants et que c'est une chose dont il aimait pas parler bizarrement, Franquin, Oui. alors qu'il était très prolixe sur beaucoup de choses et très notamment nature-peinture. dans toute Chose qu'on peut apprendre dans un excellent livre qui est sorti qui s'appelle Franquin et les fanzines. Voilà. Alors, nous avons par C'est exemple Rock'n'Stone, moi, pardon. dans les je peux finir, ça vous Delco. emmerde pas si vous voulez. Oui, dans tu peux y les aller, auteurs Rock'n'Stone, qui Delco. ont collaboré avec Franquin, vous avez Will qui faisait les décors pour beaucoup d'albums, et Delporte qui faisait aussi beaucoup de décors. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que le travail collaboratif en franco-belge, ça a amené des grandes œuvres, donc je pense que c'est plutôt positif. Personnellement, voilà. Alors, c'est bon? Moi, je dirais que ça dépend aussi de ce que tu veux raconter, de comment tu veux le raconter. Il y a plein de types d'histoires, il y a plein de publics différents. Tu parlais de Last Man, ouais, ils te sortent un truc très feuilletonnant, avec un gros rythme, etc. Pour moi, oui, c'est défoulatoire, c'est fun. Donc toi, tu disais que tes dialogues faisaient vrai. Pour moi, j'avais l'impression, surtout dans le tome 3, que les dialogues, ils avaient piqué le style des doubleurs de Ken le Survivant, tu vois. Oui, il y a de ça, ouais. Non mais volontairement, et c'est ça qui est. Oui, non. D'où viens-tu? De Montélimar. Voilà, et c'est ça que je trouvais très très drôle. Non, mais il y avait vraiment un côté volontaire là-dedans qui était fun. Et puis à côté, bah, il y a des auteurs qui ont plus besoin de, je pense, de travailler de leur côté. Après, nous, on est en tant que lecteur, on voit pas tout le processus qu'il y a forcément derrière. Tout ce qu'on voit, c'est, bah, il y a une BD, George Lastman, je passe un bon moment à la lire, c'est vite lu, c'est sympa, je me prends pas la tête. Et il y a peut-être un petit peu de fond derrière. Ce qui fait La réponse faut aller vite parce que là ils sont pressés quoi. Donc tu dis oui, tu dis non quoi. On va pas y passer 10 jours quoi. D'accord, je dis oui, je dis non, on va pas y passer 10 jours. Magnifique. Terminé? Oui, je crois que j'ai à peu près fait comprendre le fond de ma pensée. Parce que vous comprenez en fait ce que je voulais... Messieurs. Moi, je pense que le problème c'est un faux problème, l'histoire des assistants, peu importe, c'est pas ça, c'est la manière dont ça a été fabriqué. Si t'as un éditeur Moi-même, j'ai qui t'impose 300 ça assistants pour... roumains, mais s'il te Ah, plaît, je veux dire, s'il te plaît. Alors, l'essentiel c'est combien tu les payes, c'est ça le truc. C'est ça. Je vous demande de vous arrêter. Il y a même actuellement en France des boulots de prod qui sont faits où il faut sortir des BD de collection où il y a un storyboarder, un encreur, un machin et que finalement personne ne croit au projet, c'est juste un produit qui est fabriqué de A à Z. Donc là c'est de la merde. Après un studio qui bosse ensemble sur un truc où ils y croient tous, ils aiment tous, c'est un bon truc, je veux dire, il y a pas de peu importe le nombre de dans ce cas-là un film est-ce que c'est un mec c'est avec comme un les masque- productions Marc vous entendre Dorcel, dire. tout le monde y croit, tout le monde se fait plaisir, finalement c'est une œuvre aussi, hein. Enlève-lui son verre, là. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors, Il n'y a pas qu'un seul modus operandi. tout à fait. Le dormeur doit se réveiller. Alors, nous sommes presque à la fin de ce crossover. Tu rigoles ou quoi? Réjouissez-vous. Non mais j'ai dit presque, parce que comparé à ce qu'on vient de faire, on est presque à la fin. Yasu, Alors, wake me up before you go. Alors, une robot. Ton pantalon. C'est laisse tomber ton short rose fuchsia moulant, s'il te plaît. Alors, je fais très rapidement pour vous parler du salon Inno Robot,
qui s'est tenu à Lyon cette semaine. Alors je dis qui s'est tenu parce que quand on enregistre, il n'est pas encore fini, mais quand vous allez entendre ce podcast, il sera très probablement fini. Donc j'anticipe, je suis journaliste. Pour vous signaler que dans les innovations qui ont été présentées lors de ce salon, vous avez plusieurs gammes de robots qui vont directement interagir avec les particuliers, le grand public, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les robots étaient plutôt réservés à des process industriels ou des process militaires. On va pas en parler plus longtemps que ça. Je vous renvoie sur notre discussion avec Bruno Bessadi lors d'un épisode mémorable d'Antipop où nous avons un petit peu titillé notre fibre. Exterminate. Voilà, militaro-industriel. Les derniers robots qui ont été présentés. Exactement, oui. Qui ont été présentés à Lyon sont des robots qui, par exemple, patrouillent dans votre jardin et dans votre propriété pour vérifier s'il y a des intrusions, des problèmes de fuite, etc. Vous avez aussi le robot. Le chat, il va prendre. C'est clair. Ce soir, tu vas prendre. On avait un chat, on le cherche encore. Hein. Voilà. Alors, vous avez aussi le robot enseignant à distance, qui est en fait un espèce d'écran sur roulette, mais haut de 1m80 avec la tête de l'enseignant qui fait cours et qui se balade au milieu de ses élèves. C'est excellent, c'est le chômage pour nous ça. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi la création d'une petite start-up française qui est un humanoïde qui doit faire un peu moins d'1 mètre, qui s'appelle Nao, qui est vraiment très mignon. Je mettrai la vidéo en ligne sur Antipop et sur le Wine Night Club, et qui en fait est devenu maintenant le standard de toutes les équipes qui travaillent sur la robotique pour se mesurer lors des compétitions internationales. Avant, c'était le chien robot de Sony, et maintenant, c'est le Nao, qui est un prototype français, d'une start-up française basée à Paris. Alors, ce qui est super étonnant dans tous ces programmes, c'est que effectivement, on se rapproche vraiment d'une interaction homme-machine telle qu'on l'imagine dans la science-fiction. En revanche, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on est dans une interaction qui est dénuée de toute contrainte. C'est-à-dire que, par exemple, pour le robot enseignant, c'est-à-dire que Nao, le petit robot, et le robot enseignant d'1m80 sont censés pouvoir enseigner. Le problème, c'est que qui dit, alors là, c'est pas le One Eye Club qui me contredira, qui dit enseignement dit certaines formes de contraintes, et le robot n'est pas équipé pour imprimer cette contrainte sur des êtres humains. Donc je dis, là, nous avons une étape qui manque dans la réflexion robotique et qui va nous amener très rapidement à l'armement des robots, bordel de merde. Tout ça est possible, les drones fonctionnent déjà en Afghanistan, donc je dis, InnoRobot, la prochaine année, vous les équipez de missiles Hellfire, et quand vous avez parce que actuellement le robot vigile, c'est une caméra sur roue, donc vous êtes cambrioleur, vous prenez le robot vigile, vous le soulevez, il fait, ah attention, je vais appeler la police, tu vois, ouais, connard, tu le jettes, et tu vas cambrioler la maison, et t'es tranquille. Si le mec, il a un missile de 25 mégatonnes qui t'envoie dans le cul, là, tu dis pas exactement la même chose. Donc, je dis, la prochaine innovation du robot, c'est l'armement. Messieurs, mettez ça sur vos tablettes. L'an prochain, on y sera. C'était sur Antipop, c'était sur One Eye Club. Vous l'avez vu avant tout le monde. Je pense qu'il faudrait commencer à armer les enseignants. Mais Aussi, moi, j'aimerais comme juste aux un truc, États-Unis. c'est qu'on commence à arrêter de tourner autour du pot et qu'un mec pose un brevet, enfin, du moins pas un brevet, mais pose un nom de domaine, Skynet.com, et qui commence à faire des robots vénères, quoi. Parce que ils tournent tous autour du pot, mais c'est ce que ça veut dire, quoi. En parlant des enseignants, il y a un article qui tourne sur les internets des Amériques en ce moment là sur un prof qui a réussi à avoir le calme Oui, dans j'ai sa vu, classe. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On sait pas visiblement. Alors, ça sort Pour d'un site. expliquer aux qui- auditeurs, Voilà, en fait, c'est Yann explique aux auditeurs. un enseignant en fait qui demandait le silence dans sa classe. Il avait apparemment des élèves un peu turbulents, et sachant que sa classe, il est arrivé dans sa classe, c'est qui suit Game of Thrones la série. Donc il a vu que plein de mains se levaient dans l'assistance et a dit bon voilà, si je n'ai pas le silence dans les 5 minutes, sur le tableau je vais marquer toutes les personnes qui vont mourir dans la saison 3. Et bizarrement, il a eu le calme. Non, très pas tout de rapidement. suite, il a mis un ou deux noms et Oui, il a commencé C'est- par mettre un ou deux noms. ouais. Il a dit qu'il avait lu tous les bouquins et que donc il savait tous les personnages qui allaient mourir sur toutes les saisons. Eh bien, je dois vous dire que je suis dans le même cas. Donc faites très attention. Il y en a C'est qui sont vachement bien, Rock'n'Stone. Voilà. Bitch! Ah voilà, ah, c'est génial. Tu vas quand même avoir un C'est moment. cool. Game of Thrones, ben je le lis pas et je le regarde pas, donc. Alors tu peux te lâcher Ouais. sur ma BD alors. Alors, nous allons donc enchaîner directement avec Outzer, un jeu vidéo. Outzer est un jeu vidéo français disponible sur Tu nous le plateforme refais avec mobile. l'accent, s'il te plaît. Attends, non, mais pourquoi est-ce qu'il nous refait une chronique d'une BD qu'on a déjà chroniquée? Car il ne s'agit pas d'une BD. Ah. C'est un homonyme. Donc c'est un jeu vidéo disponible sur Android et iOS. Dans le français. Oui, français.
dans lequel nous allons jouer un pauvre gars qui se réveille de cryogénie dans un vaisseau spatial pour se rendre compte qu'il est en train d'errer seul dans l'espace et qu'apparemment, il y a des chances qu'il soit un peu le dernier survivant de l'humanité. Et il reçoit un appel d'une force étrange et inconnue qui lui dit rends-toi là-bas et tu vas voir, on va te dire des trucs qui vont peut-être t'aider à t'en sortir. Et donc le but, c'est de se balader d'étoile en étoile dans son vaisseau, en le chargeant avec des ressources principalement, parce que son vaisseau, il a besoin de fer pour être solide, il a besoin d'oxygène pour que le gars puisse respirer, et il a besoin de carburant pour pouvoir avancer. Sauf que tout ce qu'on va faire, une connexion internet. Voilà. Le problème c'est que toutes les actions qu'on va faire, le problème, c'est que toutes les actions qu'on va faire dans le jeu vont nous demander d'utiliser de ces ressources-là. Donc, pour aller extraire du métal sur une planète ou extraire du gaz qui va nous servir de carburant, ça va nous faire consommer quelque chose. Et à côté de ça, un point de vue assez intéressant, c'est dans le vaisseau, on a un nombre de cases limité qui vont être ce qu'on peut mettre comme ressources à l'intérieur et aussi les équipements du vaisseau. C'est-à-dire que si on veut si on a trouvé la formule pour fabriquer le dernier supermoteur de la mort qui nous permet d'aller plus vite, ça va prendre une case dans laquelle on pourra pas mettre de ressources. Et très vite, son vaisseau, il est tout petit. Et puis très vite, c'est un jeu de survie très difficile où on rame. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on va se déplacer de système en système, il va y avoir des événements aléatoires qui vont se passer un peu comme dans un livre dont on est le héros, avec des choix parfois multiples, où on va réfléchir à savoir si on prend un risque pour aller enquêter sur le phénomène bizarre qu'on a vu ou pas, qui vont nous permettre de soit gagner de nouvelles technologies, soit trouver de nouvelles ressources, soit parfois d'en perdre. Et on peut se balader sur des planètes où il y a d'autres races extraterrestres, on va petit à petit apprendre leur langage pour essayer de leur dire écoute, moi je donne du fer et tu me donnes le super ressource de la mort qui va m'aider à m'en sortir. C'est un jeu complètement aléatoire en fait au niveau de la façon dont il est construit. C'est plutôt bien fait, il y a une ambiance, je trouve, on voit l'icône de l'extraterrestre qui me fait penser un peu à du Kirby dans l'ambiance. Il y a un côté très très SF années 70 avec un côté un peu mystique dedans. C'est très rejouable. Moi, je suis arrivé, il y a 3 fins apparemment, je suis arrivé à une des fins, j'ai passé pas mal de temps dessus et franchement, c'est un petit jeu très sympathique. Où est-ce que c'est disponible? Alors, on le trouve sur les boutiques Android et sur les boutiques sur iTunes Store. On le trouve aussi parce qu'il l'avait sorti en pré-vente et en accès anticipé sur le Humble Store. Le Humble Store, c'est la boutique du Humble Bundle, où en gros une partie des sous qu'on donne pour acheter le jeu reviennent à des œuvres de charité. Ah. Voilà, sauf qu'on n'a pas les succès ou aux développeurs. Oui, mais là, ce qui revient au même. En fait, tu choisis quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout que ce jeu-là a eu un méga succès parce qu'il a été mis très vite en avant sur plein de plateformes. Peut-être parce qu'un de ses développeurs, une sorte de psychopathe des réseaux sociaux, j'ai entendu des interviews de lui, il s'appelle Fibre Tigre, il a l'air complètement fou, mais assez captivant comme personnage. Je sais pas si je pourrais être ami avec lui, mais c'est le gars très cynique dans son approche et ça marche. Donc, et son jeu est plutôt sympa. Cool. Out there sur vos téléphones, si vous n'êtes pas comme Yann et que vous n'avez pas un Nokia 3310. On va finir en beauté. Donc on va finir, peut-être pas en beauté, pas jusque là, mais alors la dernière rubrique du web jeu vidéo, c'est une rubrique, voilà, un jeu que j'attendais depuis un certain moment. Alors pour ceux qui sont autour de cette table, qui est fan de South Park? Moi. Respectez mon autorité. Voilà. Si vous êtes fan de South Park, vous attendiez peut-être un jeu depuis un certain temps qui s'appelle South Park, le bâton de la vérité. Alors, quel est ce jeu en fait? Pour vous donner une espèce d'idée en fait de ce jeu, c'est moi je sais que c'est le jeu. J'étais très fan de South Park à une époque. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que South Park est assez vieux pour parce que j'ai 30 ans, oui, c'est ça. Et j'ai connu South Park quand j'étais du coup assez jeune. Je sais que je ne l'ai fait pas du tout parce que je fais un peu de sport. Et toujours est-il que j'ai connu avec South Park avec des Grecs épilés et huilés. Et Eva Green au ralenti. Bah, j'espère que je les raconterai avant de rentrer chez moi. Ce qui est pas totalement dit, mais bon. Toujours est-il que, voilà, quand j'ai connu South Park, j'étais très jeune et j'étais à l'âge où on pouvait m'interdire encore de regarder des choses à la télévision. Et je me souviens d'un épisode de South Park où... Comme une certaine cassette des Tortues Ninja, tu veux dire? Tout à fait, pour revenir à l'épisode spécial Q. Toujours est-il que c'était... voilà, je me souviens très bien d'un épisode de South Park où je regardais... un truc avec ma sœur m'a surpris en train de regarder l'épisode et a vite cafeté à ma mère et à mon père en dire qu'il est en train de regarder des choses qui sont interdites, totalement racistes et compagnie. Parce que quand tu connais assez bien South Park, tu te rends compte que c'est tout sauf raciste. Voilà, c'était une scène où en fait Kyle est un des enfants du gang de South Park qui est juif,
joue au football américain, reçoit le ballon, se met à courir à travers le terrain, et le commentateur dit « Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu un juif courir aussi vite depuis les salles du salon du cuir !» Et ça m'avait fait mourir de rire à tel point que je me le rematais en boucle tellement je riais à cette blague. Je comprends que tes parents aient pu s'inquiéter. Oui, je comprends aussi avec le... Cette Mais équipe il était tellement mignon dans son costume. Cette équipe noir et de rouge. scouts là, ils auraient pas un petit brassard quelque part Alors, sur le bras? Tu fais bien de le dire parce que le jeu, le bâton de la vérité South Park, c'est vraiment un jeu fan service en fait. Si vous êtes fan de South Park, je vous conseille vraiment de l'acquérir. Alors, on va revenir très vite sur la polémique qu'il y a eu sur le jeu. C'est-à-dire que le jeu est sorti donc sur Xbox et sur PS et sur donc Sony disons et Microsoft et aussi sur PC. Sur Steam, là où moi je l'ai acquis sur Steam, parce que vous savez que je suis un joueur de PC et que je traîne pas mal mes gâtres sur Steam, pour reprendre un petit peu les termes de Yasu que j'aime beaucoup hein, et que je vis dans ses pas, j'aimerais être comme lui. Donc toujours non mais et qu'il me non, je veux dire beau. Et voilà, toujours est-il que sur PC le jeu n'a pas été censuré, il a été censuré sur console. Alors, ce qui est assez drôle en fait, c'est que sur console, quand vous arrivez à une scène qui a été censurée, vous avez, selon l'endroit où vous êtes localisé dans le monde, vous avez un espèce d'écran figé, où soit vous avez Cain, donc la statue de Cain qui se fait un facepalm qu'on a mis, donc il se tape la tête contre le front en disant mon Dieu qu'est-ce qui m'arrive, avec le drapeau européen derrière, avec marqué excusez-nous chers amis européens, mais votre communauté n'accepte pas que il se passe ça dans cette scène. Je vais pas vous spoiler, mais il se passe des trucs assez dégueulasses. Et en Australie, de Pluganel, je crois. Oui, il y a des plus ou moins, ouais. Et tu as aussi en Australie, tu as un koala qui pleure, qui dit je suis désolé, mais on peut pas vous montrer ça dans ce pays. Alors moi juste j'avais lu qu'en fait Ubisoft avait censuré effectivement sur certaines zones le jeu, alors qu'ils avaient présenté le jeu pour une évaluation PEG là. Sans scènes censurées et c'était plus de 18 ans, il l'avait présenté avec les scènes censurées et c'était toujours plus de 18 ans. Donc en fait, théoriquement, ça n'avait aucun impact de rating pour eux de garder ces scènes. Donc c'est vraiment une décision d'Ubisoft et si Ubisoft se dédouane en disant c'est votre pays qui nous fait chier pour que, c'est quand même particulièrement faux cul. Bah, dans le sens où, si tu veux, le problème de South Park, c'est que les personnages principaux sont des enfants. C'est-à-dire que c'est très trash, et ce qui leur arrive, ça arrive à des enfants. Donc forcément, ils vont très très loin dans le trash. Et donc forcément, je prends un exemple qui est pas dans le jeu, mais qui est dans la série. À un moment donné, un épisode sur l'iPad, et sur donc Steve Jobs et sur Apple, où Kyle, qui s'achète un iPad et qui coche sans lire les conditions d'utilisation. Et Steve Jobs le kidnappe et dit, comme tu as signé, tu as le droit. Ils font une parodie de The Human Centipede, donc il se retrouve la bouche collée à l'anus d'un Chinois et son cul collé à l'anus d'une meuf. Et finalement il dit t'as signé, t'as pas lu les conditions générales, donc t'as le droit de te faire chier dans la bouche et de chier dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et ce qui arrive, cette phrase magnifique de Cartman, on lui offre le Human iPad et qui dit non seulement ça envoie des mails, mais en plus ça chie dans la bouche de Kyle, qui pour lui c'est génial. Donc le jeu, pour revenir au jeu, le jeu c'est du South Park. Si vous êtes fan de South Park, faut vous ruer dessus, mais sur PC, parce qu'il y a des scènes effectivement très trash. Moi-même, je suis pas forcément très impressionnable, mais il y a certaines scènes, je me suis dit putain, ils vont assez loin. C'est une des premières fois depuis les Monkey Island et depuis les point and click de LucasArts, t'as vu, j'ai pas fait la faute, où j'ai vraiment arrêté de jouer parce que j'étais mort de rire. Notamment un truc, je vais juste vous raconter ce truc-là parce que c'est vraiment au tout début du jeu. En fait, comme dans tous les RPG, donc c'est un RPG tour par tour, un peu à la Final Fantasy, où on te demande d'écrire ton nom, donc de taper ton nom. Donc moi, comme un con, j'ai marqué Julien, Gulien. Et en fait, Cartman te regarde, fait donc ton nom c'est enculé quoi. Et donc tu as marqué oui, non. Donc tu mets non. Il fait ok, bah ce mec là s'appelle enculé quoi, tu vois. Oui, non. Donc tu mets non. Il fait ok, à partir de maintenant tu t'appelles enculé quoi. Donc tout le long, tout le monde t'appelle enculé. Enfin c'est pas enculé, c'est douchebag je crois. Enfin voilà, c'est vraiment hyper drôle. Si vous êtes fan de South Park, faut vraiment se ruer là-dessus. Le jeu en lui-même est pas très compliqué en fait. C'est pas un jeu très dur. Je vous conseille d'y jouer en expert parce que du coup vous allez peut-être un peu vous ennuyer en tout, mais en tout cas c'est vraiment extrêmement drôle.
Vraiment très drôle. Si vous aimez l'humour un peu de South Park, l'humour un petit peu borderline, c'est super drôle. Seul point faible, c'est la musique. C'est que la musique, c'est tout le temps la même. Mais vraiment, il y a un thème musical, c'est tout le temps le même, sauf quand tu es dans des lieux, dans d'autres lieux que le lieu principal, si tu voulais, où c'est des musiques de la série qui ont été reprises et qui trop balancent en fait dans le jeu. Et tu peux débrayer ça, la musique. Ouais, mais c'est chiant parce que comme t'as les dialogues qui sont eux par contre en VO, ils ont pas fait de doublage en français parce que le développeur a pas cru bon de délocaliser son jeu comme il faudrait, et aussi parce qu'ils avaient des problèmes de thunes. Mais toujours est-il que South Park, le bâton de la vérité, je vous le conseille et je vous le conseille vivement. Eh bien, merci Gulien. Avant de clore cette rubrique jeux vidéo et de vous laisser aller à retrouver vos familles en toute quiétude, mes ouailles, je voulais juste signaler que d'après des leaks récents, le 5e épisode d'Assassin's Creed se déroulerait à Paris et pourrait se dérouler dans une zone temporelle qui serait soit la Révolution française, dans une période qui n'est pas encore précisée, soit dans le milieu du 19e siècle. J'interromps. Excuse-moi, vu le précédent, je suis pas sûr que je vais aller me dépenser encore des sous sur le prochain, quoi. Alors, je m'arrête 5 secondes sur cette faille spatio-temporelle. S'il s'agit de la Révolution française, moi, j'achète tout de suite, tout en étant assez curieux de savoir si c'est plutôt 1789 ou plutôt la Terreur ou plutôt le début du consulat, etc. Et si c'est le milieu du 19e siècle, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi? Je veux dire, 1848, Victor Hugo, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que ça a d'intéressant politiquement, bordel de merde? Alors, le problème, c'est que quand on voit les caps qui ont été leakés, a priori par Ubisoft, j'utilise plein de mots anglais, je suis à fond, on a l'impression que quand on voit les habits des personnages autour du personnage Assassin's Creed, on est plutôt sur du milieu 19e. Donc ça sent du cul, mec. Voilà. On va foncer sur la fin de cet épisode spécial pour vous signaler le courrier des lecteurs d'Antipop One Eye Club. Alors, du côté Antipop, nous avons un courrier de Tobbs qui nous signale: je rattrape mon retard sur l'écoute de ce miel de mes oreilles qui est Antipop. Merci Tobbs. Merci Tobbs. Donc je lâche. Merci maintenant parce qu'après on n'aura plus envie de le remercier. C'est ça. Quelques remarques en vrac. Numéro 1, Gu, Sherlock saison 3 est une grosse déception. Où est l'intrigue holmesienne? Et alors là, c'est une spéciale dédicace pour Red, pour Gu. Bra. Et oui, je suis d'accord avec Tobbs. What the fuck is that shit? Hein, comme on dit en anglais. Moi, vous êtes toujours plein la gueule avec Toby. Vous êtes des pisse froids, vous êtes. Oui, c'est vrai. Alors, les aventures de copains, de deux copains qui se retrouvent, ce n'est pas digne de Conan Doyle. Pas mieux. Voilà. Mais ça tombe bien, il n'a pas bossé sur la série en même temps. Alors, number 2, Arrow, c'est kitsch, mais en même temps, du pur comics. Yann, tu devrais persévérer. Sans façon, merci. Non, Arrow, c'est la série que tu peux regarder avec ta copine. Alors, personnellement, j'ai une plante verte que j'ai appelée Ma chérie les enfants. Comme ça, quand je rentre chez moi, je dis Ma chérie les enfants, je suis là. Qu'est-ce qu'on mange? Une pizza. Alors, number 3, Yasu, comment fais-tu pour être aussi suave à la radio? C'est un métier. C'est un métier. C'est l'amical des Belges, là. Tout le monde en prend plein la gueule, et Yasu. À quel point tu peux être aussi séduisant? Je trouve surtout que dans le podcast, tu sens bon. Ça ne s'apprend pas, ça vient tout seul. C'est un don. Il n'y a pas de mot, c'est un don. Numéro 4, j'attends votre avis sur True Detective. Eh bien voilà! Eh bien nous y sommes. Perso, j'ai adoré jusqu'au dernier épisode qui était un petit peu underwhelming. Grosse bise à toute l'équipe, sauf à toi là-bas. Alors je ne sais pas qui est à toi là-bas, mais il se reconnaîtra. C'est Wham, hein. Messieurs, on va conclure cet épisode. Alors, moi j'aimerais juste, avant qu'on fasse une conclusion, j'aimerais vraiment vous remercier d'être venu, d'avoir vu, d'avoir vaincu. De vous être ramené tout le matos en plus. Voilà, d'avoir venu le matos. Et peut-être qu'on va avoir un son potable grâce à vous. Ben maintenant on a du matos, les mecs. Merci beaucoup. C'est ça, voilà. On m'avait dit qu'il fallait pas aller à Marseille, qu'en général on revenait à poil. Donc voilà, j'espère que. Voilà.
J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, bien que d'habitude, quand je dis ça à quelqu'un, c'est souvent à moi que ça a plu et pas à personne. Donc j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, et voilà. J'espère que peut-être un jour on remettra ça au plaisir d'un matin ou d'un printemps qui fleurit. Ça fleure bon la campagne. C'est pas forcément la grammaire mon point fort, mais voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup, et je remercie vos auditeurs qui ne nous connaissaient pas et qui maintenant vont nous connaître. Et au même titre peut-être vous fuir. C'est ça. Non, ou les vénérer aussi. Ça. Les vénérer. Peut-être que nous allons perdre des éditeurs à votre profit. Nous avons passé un très Attends, bon moment nous aussi. on perd nos fidèles lecteurs qui te laissent plein de commentaires. C'est Lunchounet nous quitte, t'imagines? Moi, je sens le coup foireux, tu vois, parce que finalement, il habite plus près que moi pour venir faire les podcasts. Je me sens sur la sellette. C'est ça, c'est comme sur la NBA, t'as des drafts sur c'est ça. Exclusif, Julien rejoint. Est-ce qu'il chante? Le rookie est dans la place. Est-ce qu'il chante aussi bien que toi? Je veux pas dire depuis tout à l'heure, ils se font des petits signes du genre. C'est vrai que j'ai noté qu'ils avaient tous les deux une certaine propension au chant. Ils s'entraînent l'un l'autre vers un côté un peu lyrique. Pour tout vous dire, pendant que vous parliez de vos histoires de BD, tout machin, on s'est passé des post-it et on va se monter un podcast. Ça s'appelle Du chant, de la rigolade et des copains. Le générique, c'est Nous sommes des sœurs jumelles. Mais sous le signe des poivreaux. Tu notes quand même qu'il y a une petite ressemblance quand même. La capillarité, la coiffure, il y a un truc, hein. Non, mais effectivement, on a 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles et des cheveux. Voilà. Non, je crois que ça va plus loin quand même. Écoute, notre amour est impossible. Faut qu'on le vive dans l'exil, quoi. Je vois pas ça autrement, quoi. Le français caché. Je pense. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés, et puis on espère vous retrouver. Après ça, on espère vous retrouver dans nos émissions normales, chacun de nos côtés, parce qu'on va se faire la gueule. Surtout Yann, il va nous faire la gueule, je crois. Voilà. Même si je sens que vous allez le réentendre bientôt dans le One Eye Club. Voilà, rassurez-vous, le One Eye Club et Antipop retrouveront leur fonctionnement normal dès le prochain épisode. Donc si vos oreilles ont saigné sur ce numéro-là, achetez juste de l'ouate et mettez-la vous dans l'oreille. Donc si j'ai bien compris, en fait, nous, c'est dans 15 jours, hein, pour le One Eye Club, et pour Antipop, c'est dans 1 an, c'est ça? On appuie là où ça fait mal, hein. C'est très journalistique, je respecte ça. À moins qu'on vienne squatter votre podcast avant, quoi. C'est ça. C'est une possibilité. Tu vois? Si vous voulez, on vous prête des épisodes aussi, on change les voix. Voilà. On peut faire des imitations aussi, c'est possible. Podcast imitation. Ciao. Messieurs, que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout à fait. Et longue vie au One Eye Club, alors. Absolument. Et longue vie au One Eye Antipop. Club. Et Bonne soirée tout le monde. à plus. Ciao. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Qu'est-ce que c'était bien, surtout le passage sur les robots. Et la BD où une intelligence artificielle tue des humains. Maintenant, vous pouvez couper le son en toute sécurité. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de débrancher votre webcam, il y a certaines choses que je préfère ne pas voir.